Coincé dans un royaume hostile appelé l'Abîme, Sora Mukushima doit se battre pour survivre, devenir plus fort et trouver un moyen de rentrer chez lui. Poussé par le désir de sauver sa famille et de découvrir la vérité sur l'invasion monstrueuse, il entre dans une bataille qui mettra à l'épreuve non seulement sa force, mais aussi son humanité. Quel enfer a transformé ce gamin en arme? Découvrons-le. L'histoire a commencé avec Sora Mukujima, le protagoniste, pensant en dormant qu'il était de retour ici. Quel endroit déprimant. C'était une île couverte de fumée, avec des ruines de bâtiments de style occidental, comme si elle parlait de la désolation des lieux. Tout à coup, il remarqua un homme incroyablement puissant et se demanda si c'était vraiment un homme. Il dit avec des yeux rouges de le laisser venir, il l'attendrait au bord de l'abîme. En un instant, le protagoniste se réveilla et remarqua que c'était encore ce rêve étrange. Son père, Shoya Mukujima, cria qu'ils étaient en retard. MC se leva et se dirigea vers la salle de bain, pensant qu'il semblait connaître l'homme du rêve. Et l'au-delà, a-t-il trop étudié? Son père, souriant et enveloppé dans une serviette, mit sa main sur sa tête et demanda s'il avait fait la grasse matinée. Le protagoniste répondit avec mécontentement qu'il arrête de le traiter comme un enfant. Il a déjà 15 ans. Il s'exclama « Et alors ?» Qu'il regarde ses muscles. Le protagoniste répondit nerveusement qu'il n'y avait jamais pensé. S'il ne vivait pas dans un petit appartement, il ne devrait pas le voir nu tous les jours. Le père remarqua que dès qu'il serait riche, il vivrait dans une grande maison. Lui et Riku auraient chacun leur propre chambre. MC répondit qu'il entendait ça depuis 5 ans. Il rit et dit que la vie était devenue plus facile depuis que son frère était parti à l'armée. Le protagoniste, en se brossant les dents, pensa qu'il y était déjà depuis 3 ans. Lui-même prévoyait d'aller à l'armée, mais alors il devrait dire adieu à une vie tumultueuse avec un père un peu fiable qui rigole beaucoup et une mère stricte mais très aimante. Pourtant, c'est bien avec eux. J'aimerais que ces jours ne finissent jamais. Tout à coup, un puissant tremblement de terre commença. Le protagoniste, regardant par la fenêtre, pensa qu'il savait toujours que cette vie paisible prendrait fin tôt ou tard. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'était une telle fin. Il regarda par la fenêtre et vit une énorme tour apparaître en plein centre de la ville. MC pensa qu'il n'avait pas idée à l'époque de combien l'apparition de cette tour changerait le cours de l'histoire humaine, mais il savait que la tour était liée à ses pouvoirs. À ce moment-là, sa mère, Yai Mukujima, appela Riku et il expliqua que tout allait bien. Il devait juste suivre les ordres des forces d'autodéfense et ensuite il pourrait rentrer chez lui. Le protagoniste pensa que son frère avait dit cela d'une voix faible. Après cette soirée, ils perdirent contact avec lui. Les nouvelles disaient que rien ne menaçait les gens, ils devaient juste rester chez eux, mais cela dura jusqu'à ce que les nouvelles cessent d'être diffusées. Maintenant, la même information passait à la radio et ensuite l'ordre d'évacuer arriva. Sa mère avait laissé une lettre pour son frère lui disant qu'il se dirigeait vers un abri. Tout ce qu'il voyait en chemin semblait faire allusion à quelque chose. Les soldats avaient un air de désespoir. Leur voiture était marquée de griffures horribles et une odeur de décomposition émanait de l'intérieur. Après un moment, toute la famille arriva au gymnase, un abri temporaire. MC pensait que l'abri était plein de réfugiés, mais personne ne parlait. On aurait dit qu'ils attendaient la mort. Pourtant, même dans ce silence, il y avait des fauteurs de troubles. Ils essayaient de se faire remarquer de toutes les manières possibles. Eiji Kagawa, un tyran, s'approcha d'un petit garçon et en lui prenant la main, cria qu'il osait lui voler son pain. Le garçon, apeuré, montra sa poche et répondit qu'il ne l'avait pas volé. Tout le monde avait reçu un pain, lui avait déjà mangé le sien. Le garçon lui donna un coup de genou, sourit et nota qu'il n'était pas encore rassasié. Cela le dérangerait-il s'il prenait son pain? Le garçon, tordu de douleur, accepta par désespoir. Il dit joyeusement qu'ils avaient décidé que son pain lui appartenait. Cela ne durerait pas de toute façon. Il ne mourrait pas. Soudain, le père du protagoniste le saisit par l'épaule et lui demanda d'un ton menaçant pourquoi il faisait cela. Il comprenait la situation. Eiji sourit et nota qu'il devait s'inquiéter pour lui-même. Il cria furieusement qu'il devait lui rendre son pain. Le garçon, agitant son bras, s'exclama qu'il devait se taire. Le père lui donna un coup de pied et remit le pain au garçon. Eiji se leva et nota qu'il se souvenait de lui. Le protagoniste, voyant cela, l'appela avec excitation. Le père répondit calmement de ne pas s'inquiéter. Il veillerait sur lui. Il pensait qu'il n'oublierait jamais ce type, même après sa mort. Eiji est un salaud qui aime le tourmenter. Soudain, un soldat entra dans la pièce et cria avec excitation que tout le monde devait quitter immédiatement l'abri par la porte arrière et monter dans un des camions. Un des hommes demanda sérieusement pourquoi il faisait cela. Le soldat répondit avec excitation que c'était une information confidentielle qu'il ne pouvait pas révéler. Il pointa du doigt avec colère et s'exclama qu'il les avait d'abord enfermés chez eux pendant 2 jours avant de les évacuer ici. Donc il ne peut toujours rien dire. À quoi sert-il de payer des impôts? Soudain, un coup puissant retentit à la porte de l'abri. Le soldat cria de peur qu'ils étaient là, qu'ils courent vite. Le protagoniste commença à entraîner ses parents et cria qu'ils devaient se dépêcher.
Il avait un mauvais pressentiment. Le soldat commença à tenir la porte avec ses mains et cria qu'il ne pouvait plus les retenir, qu'il monte vite dans les camions. En un instant, les démons enfoncèrent la porte et entrèrent. MC, voyant cela, se demanda ce qui se passait. Toutes les personnes sortirent dans la rue, effrayées, et commencèrent à monter dans les camions. Le protagoniste a crié qu'il n'y avait plus de place, qu'il monte d'abord. Ses parents sont montés dans le camion et son père lui a tendu la main quand soudain les gens derrière ont crié de laisser tomber ce gamin. Il n'y avait plus de place à l'arrière. S'il hésitait, qu'il se débrouille. Le protagoniste a couru sur le côté et a crié qu'il allait monter dans un autre camion. Il a couru vers le dernier camion et quand il a commencé à monter, ils lui ont tendu les mains. Le protagoniste a commencé à monter avec joie et les a remerciés. AG a souri et a noté que c'était son tour. MC se demandait avec peur pourquoi lui. Le gars l'a lâché et a dit qu'il préférait mourir à la place de son père. Il est tombé au sol et les gens ont commencé à courir sur lui. Le protagoniste s'est couvert de ses mains et a pensé qu'il était trop tôt pour mourir. Qu'on l'aide. Soudain, l'image de l'homme du rêve est apparue et il a dit qu'il l'attendrait au bord du monde souterrain. Après un moment, le protagoniste s'est réveillé au sol. Il a demandé avec confusion « Était-ce un rêve ou est-il au juste ?» Soudain, un gobelin est apparu à côté de lui et a essayé de le frapper. Sora a esquivé instantanément et s'est demandé avec peur où étaient sa mère et son père. Pourquoi était-il seul ici ? Était-ce vraiment l'enfer et était-il déjà mort? Le gobelin, voyant qu'il s'enfuyait, lui a lancé sa hache et l'a légèrement touché. MC se demandait avec peur pourquoi il ne lâchait pas prise. Que se passait-il ici? D'abord, une énorme tour qui est apparue de nulle part. Puis le salaud qui l'a jeté du camion, un vieil homme mystérieux, et maintenant des monstres. Au moment où le gobelin l'a attaqué, le protagoniste est devenu fou et l'a tué avec une pierre. Après cela, il est tombé à genoux et a pensé que s'il regardait de près, il ressemblait à un personnage du jeu. Quel est ce numéro noir sur sa poitrine? Est-ce que vraiment son niveau? Soudain, un cristal noir a jailli du gobelin mort et a pénétré dans le corps du protagoniste. Il a pensé avec peur, est-ce que ça a pénétré son corps? Attends, ses blessures se sont-elles guéries? Et non seulement ça, il se sent aussi plus fort. Il s'avère que vaincre des ennemis augmente votre niveau comme dans le jeu. Il doit y avoir d'autres personnes sur cette petite île. MC a pris la hache du gobelin et en partant, a pensé qu'il allait jeter un œil pour ne pas être attaqué soudainement. Après un moment, il a fait le tour complet, mais il n'y avait ni monstre ni autre chemin. Il s'avère qu'il n'y a qu'une seule sortie. Le protagoniste s'est approché du bord de l'île et en voyant les marches flottantes, a pensé que ces marches entouraient l'île noyée dans les nuages. Cela semblait douteux. Il a commencé à descendre et a pensé que dans les jeux, une telle zone c'est le territoire du monstre principal et il se réapparaîtrait simplement s'il tombait. Mais que ce monde ressemble au jeu ou non, il ne le vérifiera pas. MC, en descendant, remarqua l'entrée et pensa qu'il l'avait trouvée. Les escaliers se terminaient ici. Il entra et vit une dalle avec une torche et une porte mystérieuse devant lui. Le protagoniste s'approcha de la dalle et pensa qu'il n'avait jamais vu de telles lettres, mais elles formaient des mots que son cerveau comprenait. Il était écrit que les fragments appartiennent à leur porteur. En les rassemblant, il gagnerait le droit de quitter l'abîme. Il sourit en se demandant ce qu'il faisait dans l'abîme. Il devait collecter tous les fragments pour sortir d'ici, très bien. Maintenant, il est motivé. En y réfléchissant, ce monstre n'était pas si fort. Il va survivre et sortir d'ici. MC s'approcha de la porte et l'ouvrit, pensant que le premier niveau de l'abîme avait une superficie de 900 mètres carrés. Le numéro gravé sur le corps de ce monstre est éteint. Le deuxième niveau faisait 1800 mètres carrés. Sur le monstre, il y avait le numéro 2. Le troisième niveau fait 3600 mètres carrés et l'un des 4 monstres avait le numéro 3. Les fragments se trouvaient uniquement dans les corps des monstres numérotés. C'est la clé pour le niveau suivant. Plus le numéro est élevé, plus le monstre est fort. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est que ces clés deviennent de plus en plus difficiles à trouver. La superficie des niveaux double à chaque fois, tout comme le nombre de monstres. Cependant, lui aussi devient plus fort. En progressant dans les niveaux, il rencontre des monstres de plus en plus variés. Au 12e étage, il rencontra les monstres qui avaient attaqué le refuge ce jour-là, mais maintenant, ils ne faisaient pas le poids. Le personnage principal, ayant détruit tous les monstres du niveau suivant, pensa qu'il y avait tant de monstres ici que ses sens commençaient à s'émousser. En grimpant au 13e niveau, le nombre de monstres atteignit 500 millions. Trouver la clé était devenu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Certains monstres clés étaient gardés par des groupes d'autres monstres, tandis que d'autres se cachaient dans de petites grottes. Mais ce qui l'irritait le plus, c'était le temps que cela prenait pour les tuer. Cependant, peu importe le temps que cela prendrait, il continuerait d'avancer. Après un moment, MC grimpa au 42e niveau de l'abîme où le nombre de monstres était de 223, 255, 52. Il les regarda et se demanda quelle année nous étions. Non, le concept de temps n'était plus important. Il n'y avait que la mort et le carnage.
La mort des monstres et le carnage qu'ils causaient. Un des monstres tenta de l'attaquer, mais le protagoniste le déchira en morceaux en un éclair avant de passer aux autres. Après un moment, il se demanda combien de monstres il y avait au total. Ah, il devait d'abord le noter. Le protagoniste s'approcha du mur et griffonna un autre numéro avec son ongle, se demandant s'il était temps de trouver la clé. Soudain, une énorme centipède apparut et détruisit le mur. Il remarqua que c'était une apparition impressionnante. Ce monstre pouvait-il vraiment être la clé? Le protagoniste se précipita pour attaquer, pensant que peu importe sa force, cela n'avait pas d'importance. Même les monstres forts tombaient en un coup. Il détruisit le centipède en un instant et pensa que pour lui, la force n'avait plus de sens. MC cria furieusement « Où est la clé du niveau 42 ?» Laisse ce monstre apparaître. Ça suffit. À un moment, 20 tours surgirent soudainement dans le monde. Avant que l'humanité ait le temps de comprendre, des monstres commencèrent à en émerger, détruisant presque la race humaine. La plupart furent tués. Ce jour-là devint connu comme le jour du jugement. Les quelques survivants s'éveillèrent et accédèrent à un système mystérieux. Ceux qui s'éveillèrent reçurent un pouvoir colossal. La société humaine fut reconstruite. Les éveillés fondèrent des guildes de chasseurs. À ce moment-là, le protagoniste poursuivait Cerbère et cria pour qu'il montre ses statistiques. Soudain, Cerbère fut enchaîné et un portail apparut dans le ciel. Il pensa qu'il avait utilisé un parchemin de téléportation avancé. Il devait l'arrêter et interrompre la téléportation. Y avait-il vraiment une sortie? Il y avait vraiment une sortie. MC fit une course puissante vers le portail, une fenêtre du système apparut, notifiant que l'invocation de l'abîme ne pouvait pas transporter plus de 2 êtres vivants. Il fit une autre course furieuse, pensant qu'il ne laisserait personne se mettre en travers de son chemin. Pendant ce temps, non loin de la ville C sur Terre, Yu Sonozaki, une mage de niveau 19, courait avec peur à travers la forêt dense. Elle pensait qu'elle devait s'en débarrasser rapidement. Soudain, la fille tomba dans un piège et s'effondra au sol. Des combattants s'approchèrent d'elle et l'entourèrent. Shosei Toshida, un barbare de niveau 38, lui dit de remettre le parchemin de téléportation avancé. Shoji Shido, un épiste de niveau 35, fit remarquer qu'un parchemin de niveau 60 n'était pas quelque chose qu'un débutant de niveau 19 pouvait avoir. Donne-le lui ou elle n'aurait aucune pitié. Aika, une druide de niveau 31, lui dit de ne pas la tuer. Yves cria de peur que le combat entre chasseurs était interdit. Il enfreignait les règles. Chos enfonça son épée à côté d'elle et dit qu'il faisait les règles ici. Qu'elle lui donne le parchemin et il épargnera ses mains. La fille tenant l'objet derrière son dos remarqua avec excitation que si elle était à leur place, elle ne se mettrait pas dans un coin. Aika s'exclama avec enthousiasme qu'elle allait utiliser l'invocation forcée. Il devait l'arrêter. L'épéiste balança son épée avec une fureur incroyable et cria qu'elle remette le parchemin. Yu esquiva et créa un cercle de téléportation, disant que si elle devait mourir de toute façon, elle les entraînerait avec elle. Shusi nota avec peur qu'il s'agissait d'une invocation forcée. Aika dit avec horreur que personne ne pourrait contrôler un monstre avancé invoqué de cette manière, qu'il l'arrête tout de suite en revue. Soudain, un puissant vortex électrique apparut dans le ciel. L'épéiste nota avec excitation qu'il y avait une force écrasante ici. Ils allaient avoir du mal. Soudain, un cerbère de niveau 3 est apparu du rouleau. Shoji a ri et a demandé. Tout ça pour un cerbère de niveau 3, il se demandait tous qui elle allait invoquer. Et pour protéger ce rouleau, elle a risqué sa vie. C'est une blague? Soudain, le protagoniste a déchiré le cerbère de l'intérieur et en est sorti. Shoji a crié de peur, c'est un monstre humanoïde. MC a crié de joie qu'il était enfin sorti. Il a écarté les bras et a commencé à rire furieusement. Shosei a noté avec peur qu'il tremblait juste en riant. Haiku a noté avec horreur, quelle pression, qui diablesse. Le protagoniste s'est approché d'elle et mettant ses mains sur ses épaules, a demandé « Sommes-nous sur Terre ?» Elle a acquiescé avec une peur sauvage. Il a joyeusement noté qu'il était enfin rentré chez lui. Et étaient-ils des cosplayers ou quoi? Ils l'ont attaqué furieusement en criant qu'ils ne devaient pas sous-estimer la guilde du rugissement du tigre. En un instant, toutes leurs armes se sont brisées au contact du corps du protagoniste. Le swordsman a noté avec peur qu'il était un monstre. MC l'a saisi par la gorge et a crié qu'il devait montrer son numéro. Chos a demandé avec peur de quoi parlait-il. Il l'a lâché et leur a ordonné de partir. En un instant, tous les combattants de la guilde se sont enfuis. Toi, en le regardant, te demandais combien de puissance il avait et ses terribles cicatrices sur son corps. Qui diable est-il? Il est peu probable qu'il soit un monstre invoqué par un rouleau de l'abîme, n'est-ce pas? Le protagoniste a demandé combien d'années s'étaient écoulées depuis l'apparition des tours. La fille a répondu avec enthousiasme que cela faisait 5 ans. Il a demandé s'ils étaient vraiment sur Terre. Quel genre de rouleau était-ce et pourquoi était-elle habillée comme ça? Yu a expliqué avec peur qu'après l'apparition des tours, les gens avaient un système. MC a demandé si le monde avait beaucoup changé en 5 ans passés dans l'abîme. Elle a répondu que la ville C avait subi 7 grandes invasions et qu'elle s'était échappée de là. Il a pensé que c'était sa ville natale. Le protagoniste l'a saisi par les épaules et a demandé dans quel état était la ville maintenant.
La fille a répondu avec enthousiasme que l'endroit était presque détruit, mais qu'ils y avaient envoyé des gens forts. Ils devraient pouvoir tuer les monstres. Il a demandé avec un visage sérieux comment se rendre de là à la ville C. Yu a pointé du doigt sur le côté et a dit qu'il aille là-bas. À une vitesse fulgurante, le protagoniste s'était lancé. Elle était surprise de penser qu'il y allait seul. Quel homme mystérieux il était. Elle devait dire tout cela à sa sœur. Pendant ce temps, les combattants de la guilde revenaient. Tout à coup, Faudel, le dieu des ténèbres, apparut à côté d'eux et nota qu'il sentait sa présence. Il leur donne 3 secondes pour dire où il est. Shusei s'écria avec excitation. Il rigole. Qu'est-ce qui recommence ici? Il a tué toute l'équipe en un instant et a noté que le temps était écoulé. Pendant ce temps, devant la tour, au siège de la guilde Rugissement du Tigre, la secrétaire rapporta que le contact avec le groupe de Monsieur Shusei était perdu. La localisation de vous et du rouleau est inconnue. Riched Mukai, un prêtre de tempête de niveau 118, s'exclama nerveusement que c'était n'importe quoi. Les gars qu'elle avait recommandés n'ont pas réussi à vaincre un invoqueur de niveau 19. La fille expliqua avec enthousiasme que leurs signaux avaient cessé d'arriver en même temps. Il nota avec mécontentement qu'ils avaient tous été tués d'un coup, qu'elle découvre qui a fait ça et le capture. Qu'elle raconte tout. Il tuerait quiconque oserait lever la main contre son peuple. Rich se dirigea vers la fenêtre et remarqua le protagoniste qui était pressé. Il remarqua avec un visage sérieux qu'il sentait un sang dégoûtant. Qui est ce type? N'y a-t-il pas de zone de chute? Le gars pensa que c'était une invasion d'un tout autre niveau. De grandes forces étaient sans aucun doute intervenues dans la confrontation avec lui. La tour qui avait dormi pendant 5 ans avait enfin commencé à bouger. Il commença à partir et s'exclama que l'assistant rappelle toutes les équipes de recherche. L'affaire est urgente. Après un certain temps, le MC atteignit la zone de chute de la ville C et assis sur le toit, pensa qu'en 5 ans passés dans l'abîme, cet endroit était devenu un enfer. Mais dans l'abîme, le faible était devenu fort. Ses sentiments s'étaient endurcis. Lui-même était devenu un monstre, mais les pensées de sa famille le poussaient à avancer. Les monstres qu'il craignait autrefois lui semblaient maintenant de petites mouches. Il demande que sa famille prenne soin d'eux. Le protagoniste entra dans un des bâtiments et pensa que la ville C était autrefois pleine de vie. Mais maintenant, c'est un désert. Tous les bâtiments sont détruits comme après un fort tremblement de terre, et pourtant il n'y a aucune trace de monstre tuant qui que ce soit. Personne n'a vécu ici après l'annonce de l'évacuation. Il entra dans son appartement et dit qu'il savait qu'il ne rencontrerait personne, mais il est quand même venu. Après tout, cet endroit est plein de souvenirs. Le MC remarqua une note de ses parents sur la table, disant que tout le monde dit qu'il est mort, mais lui et sa mère refusaient de le croire. Ils avaient pris ses affaires et les avaient mises dans sa chambre comme avant. Il croit qu'il reviendra. Il versa des larmes et nota qu'ils risquaient leur vie pour venir ici pour lui. Le protagoniste continua à lire qu'ils avaient aussi accroché ses vêtements préférés de petite à grande taille pour qu'il puisse toujours porter du neuf à son retour. Il y a une carte du chemin vers le refuge numéro 6 dans la commode. Dès qu'il lit cette lettre, qu'ils promettent de les retrouver. Ils l'attendront avec amour, sa maman et son papa. Le protagoniste enfila de nouveaux vêtements et prenant la lame se demanda à quel point il était fort maintenant. S'il est assez fort pour mettre fin à cet apocalypse, peut-être pourra-t-il retrouver les jours perdus. Il se coupa les cheveux et pensa qu'il se dirigerait vers l'est comme indiqué sur la carte, directement vers le 6e refuge. Mais le chemin passe par les ruines. Il vaudrait mieux se frayer un chemin. Le protagoniste s'élança à toute vitesse, tuant tous les monstres sur son passage. Un des survivants, ivre, demanda ce que c'était. Il lui semblait avoir entendu un bruit fort. L'autre répondit qu'il était saoul et entendait n'importe quoi. Être garde est très ennuyeux. Soudain, le protagoniste passa à toute vitesse. Ils s'exclamèrent de peur. Qu'est-ce que c'était? Un homme courut vers eux et remarqua qu'il l'avait filmé. C'était vraiment une personne? Pendant ce temps, Eiji et ses camarades avaient acculé la fille. Elle cria de peur en leur disant de ne pas s'approcher. Elle était juste venue chercher de la nourriture. Il sourit et remarqua qu'elle était une survivante du désert. Ses camarades commencèrent à dire qu'elle était bien. Ils n'avaient pas vu de femme depuis longtemps. Eiji, se léchant les lèvres, dit avec un sourire qu'elle ne s'inquiète pas. Ils étaient de bons gars et s'occuperaient d'elle. Il la pressa contre les décombres et nota qu'il serait doux. Comment passer à côté d'un tel corps? Soudain, MC atterrit près d'eux et demanda « Certaines choses ne changent pas, n'est-ce pas ?» Eiji cria dans la confusion. Qui est-ce là? S'il interfère, il ne s'en sortira pas facilement, qu'il le saisisse. Les combattants se précipitèrent pour attaquer, mais il les neutralisa en 2 coups rapides. Le gars, sortant son épée, cria furieusement « Qui est-il » Il vient de la guilde de la guerre des tigres. Qu'il essaie juste de le toucher. La guilde ne laissera pas passer ça. Le protagoniste, impassible, souleva ses cheveux et demanda « Avait-il déjà oublié le visage de celui qui l'avait tué ?» Eiji demanda avec horreur « Était-il vraiment Sora ?» Cela ne pouvait pas être. Le gars, fou de peur, commença à reculer et à crier qu'il ne s'approche pas.
Était-il vraiment vivant? MC sourit, le saisit par la gorge et acquiesça en disant qu'il avait dû se battre pour sortir de l'enfer à cause de lui, et maintenant c'était son tour d'y aller. Il pensa qu'il allait lui retirer tout respect de soi. C'était sa force maintenant. Avant, tout ce qu'il faisait, c'était le torturer. Les sentiments de douleur, d'humiliation, d'impuissance, aujourd'hui, il allait lui rendre l'opposé. Le protagoniste se souvint comment Eiji avait demandé dans le passé pourquoi il se moquait de lui, car détruire son respect de soi était vraiment agréable. Soudain, il le lâcha et pensa qu'il ne pouvait pas devenir comme ça. Mais si de telles personnes sans valeur continuaient à respirer, plus de gens allèrent mourir. MC l'appela et nota qu'il avait essayé de le tuer et avait échoué, alors il lui épargnerait la vie, mais il ne le laisserait pas partir. L'homme demanda avec horreur ce qu'il ferait. Il répondit qu'après 2 ans d'enfer à l'école, un coup. Pour avoir harcelé les faibles, un coup. Pour l'avoir jeté du camion et avoir essayé de le tuer, 2 coups. Qu'il prenne 4 coups de sa part et ils seront comptés. Eiji nota avec peur que s'il le frappait ainsi, il mourrait après le premier coup. Le protagoniste le saisit et après avoir porté le premier coup, répondit qu'il ne devait pas s'inquiéter car il serait doux. Il commença à donner des coups incroyablement puissants et avant le dernier, il lui ordonna de se relever. Âgé, avec un visage défiguré, lui dit de juste le tuer. MC mit son pied sur sa tête et l'enfonça dans le sol, puis pensa qu'il n'avait plus de membres ni de vue, donc ce n'était pas si mal. Il ordonna aux 2 restants de l'emmener à l'hôpital et de ne plus jamais se montrer devant lui. Après cela, le protagoniste repartit et pensa qu'il avait terminé le nettoyage. Maintenant, il était temps de rentrer chez lui. Après un certain temps, dans la zone de sécurité de la ville C, un des soldats dit qu'il était prêt à tuer pour rester sentinelle sur le mur. L'autre acquiesça et ajouta que, au moins ici, il n'avait pas à vraiment combattre des monstres. Tanji Kagura, lieutenant de niveau 31, s'approcha d'eux et avec un visage sérieux leur fit remarquer qu'ils ne devraient pas être si faibles. Si des monstres apparaissent, il ferait mieux de rester sain d'esprit et de ne pas tomber du mur. Qu'ils ne baissent pas leur garde, personne ne peut dire quand ils pourraient venir. Shoki Matsura, un soldat de niveau 22, remarqua qu'ils étaient dans la zone de sécurité. Les monstres de la zone X auraient du mal à arriver ici. Il devait juste rester vigilant. Soudain, à ce moment précis, un enfant kraken de niveau 45, un monstre avec une carapace, les attaqua. Le soldat cria qu'il ne devait pas avoir peur et rester en ligne. Les soldats ouvrirent le feu sur lui, mais le monstre se protégea simplement des balles. Shoki cria de peur que son niveau était trop élevé. Leurs armes étaient inutiles. En un instant, le monstre se précipita et blessa un des soldats. Le soldat, tenant des explosifs dans sa main, courut pour attaquer et cria qu'il allait lui montrer. Soudain, le kraken voulut frapper, mais s'arrêta immédiatement et se figea. Shoki demanda avec excitation « S'était-il arrêté ?» Tanji demanda avec horreur « Quelque chose l'avait-il vraiment effrayé ?» Le soldat courut à nouveau pour attaquer et cria qu'il ne savait pas de quoi il avait peur, mais c'était sa chance. Il le lança vers le monstre et il y eut une puissante explosion. Quand la fumée se dissipa, le kraken commença à attaquer avec une fureur incroyable. Le soldat tomba au sol horrifié et demanda « N'a-t-il pas une égratignure ?» Ce n'est pas possible. Soudain, à la surprise de tous, le personnage principal atterrit sur le monstre et le détruisit instantanément. Tanji, dans un choc sauvage, demanda si la raison de sa peur était lui. Les militaires regardèrent ce qui s'était passé avec surprise et dirent qu'il avait tué le monstre et survécu à l'explosion. Il n'y a pas beaucoup de gens avec un tel pouvoir destructeur de rang S. Il pensa qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Il devait découvrir qui il était à tout prix. Le système annonça que l'inspection de niveau avancé de capacité spéciale permet à l'utilisateur de voir des informations sur la cible. Plus l'utilisateur est proche du niveau de la cible, plus les informations sont précises. Tanji le regarda, choqué, pensant que cela ne pouvait pas être vrai. Il vit un avertissement rouge du système lui demandant de montrer du respect. Il pensait ne voir aucune information. Il commença à tomber, mais d'autres soldats l'attrapèrent et demandèrent ce qui lui était arrivé. Le lieutenant était tombé. Il devrait appeler un médecin. Sora s'approcha d'un soldat et lui demanda quelque chose. Quelle distance jusqu'au 6e abri? Le soldat le regarda, effrayé, et dit que c'était à 50 km au nord. Cependant, il faudrait passer par la zone X pour y arriver. Là, l'avancée des monstres est contenue. Ils sont attirés là-bas pour minimiser les dégâts des combats. Il y a beaucoup de chasseurs de monstres. Les autres soldats s'approchèrent du monstre et furent très surpris de voir des objets rares laissés par celui-ci. Il les regarda sérieusement et se demanda si les monstres laissaient des objets en cas de victoire dans le monde réel. Tout cela ressemble beaucoup à un jeu. Il demanda à quel point ce monstre était fort. Le soldat dit qu'il était de niveau 45, un adversaire assez coriace. Il se demanda si même cela était difficile pour eux. Il demanda combien de monstres de niveau supérieur à 45 se trouvaient dans cette zone. Le soldat, avec une expression effrayée, dit qu'il n'y en avait probablement pas plus de 100. Sinon, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Le protagoniste les remercia calmement pour l'information et dit qu'il était temps pour lui de partir.
Le soldat décida de l'interpeller et dit que sa demande pourrait sembler étrange. Il s'inclina et demanda, cependant, qu'il aille à la zone X. Un chasseur aussi fort que lui sauverait beaucoup de gens. Il en était sûr. Il demanda calmement si le chemin le plus court vers le 6e abri passait par cette zone, n'est-ce pas ? Après avoir reçu une réponse positive, il accepta immédiatement cette demande. Il dit qu'il passerait par la zone X et tuerait tous les monstres malchanceux qui se mettraient en travers de son chemin. Un peu plus tard, au camp militaire en première ligne, le lieutenant se réveilla après avoir perdu connaissance et Shoki dit avec joie qu'il s'était enfin réveillé. Tanji se redressa et demanda combien de temps il avait été inconscient. Il dit que cela avait duré environ 10 minutes. Le monstre avait laissé des objets de récupération. Cela avait bien fonctionné. Il demanda sérieusement ce qu'il était advenu de l'homme qui les avait sauvés. Il dit que l'homme était parti vers le nord. Il fut très surpris d'entendre cela et demanda ce qu'il venait de dire. Il regarda le lieutenant et dit qu'il était allé au 6e abri. Il le fixa intensément et demanda s'il était passé par la zone X. Shoki acquiesça et dit qu'il ne semblait pas s'en soucier. Il n'hésita pas un instant. Tanji se détourna, mécontent, et dit qu'il devait contacter immédiatement le centre de commandement principal. Le soldat était très surpris par ce qu'il entendait et demanda s'il devait contacter le centre de commandement. Le lieutenant était assis au bord du lit et pensait qu'il restait environ 10 minutes avant l'heure prévue. Il devrait y arriver. Le soldat revint et dit qu'il avait envoyé un message sur la radio d'urgence. Mais pourquoi contacterait-il le centre de commandement? Il donna le téléphone à Tanji, qui dit avec un air sérieux que cette mission était différente des précédentes. Les informations étaient hautement classifiées, donc il ne savait rien. La zone X qui sert de base à la mission n'est plus l'endroit où ils retiennent les monstres, c'est une zone de bombardement. En même temps, la militaire se retourna et dit qu'il y avait un appel d'urgence de la zone B22. Le commandant en chef Renji Kumagaya, un mage de feu de niveau 58 avec une expression calme, dit qu'elle devait les connecter. Elle acquiesça et commença à l'appuyer sur les touches du clavier. L'image de Tanji apparut sur le grand écran et il dit que le code de communication était BW-KK222. C'est le lieutenant Kagura. De nouvelles informations sont apparues. Un chasseur mystérieux vient d'entrer dans la zone de bombardement. Il ne connaît pas leur mission. Le commandant le regarda avec calme et demanda s'il avait appelé pour signaler son erreur. Il refusa et dit qu'il estimait qu'il était urgent de l'informer du bombardement imminent. Cet homme est très fort, nous ne pouvons pas le laisser mourir. Renji demanda calmement à quel niveau était ce chasseur. Le lieutenant, avec une expression inquiète, dit qu'il ne savait pas. Il ajouta, pensif, qu'un chasseur de niveau inconnu ne respectait pas les règles et était allé dans la zone de bombardement. Il voulait qu'il le contacte d'urgence. La fille dit qu'il serait probablement mort avant que le message ne passe. Il en rit et dit qu'il manquait de jugeote, mais avait un talent pour l'humour. Il semblait qu'il n'avait pas été assez bien formé pour être laissé seul. Il n'était pas en position de s'immiscer dans les affaires de ses subordonnés, mais s'il la rapportait à ses supérieurs pour entrave à la mission, elle serait tenue responsable. Le commandant occidental, Mitonosaki, un dompteur de golems de niveau 73, regarda l'idiot et se demanda s'il allait vraiment sacrifier son homme alors qu'il devait s'occuper de l'ennemi. Cependant, Kagura, qu'il avait si soigneusement formé, essayait de sauver un étranger, même si cela signifiait annuler la mission. À quel point cet homme était-il fort? Elle appela le lieutenant et dit qu'elle croyait qu'il n'avait pas l'intention de s'immiscer dans leur plan. Cependant, si sa raison n'était pas assez convaincante, elle le traduirait en cour martiale. Il était confus par cela, alors elle demanda au général si cela lui convenait, n'est-ce pas? Renji la regarda avec une expression mécontente, puis se retourna et dit au lieutenant qu'il devait leur donner une raison qui leur conviendrait. Tanji acquiesça et dit avec un air sérieux que l'homme avait tué un enfant kraken de niveau 45 d'un coup. Elle fut surprise par cela et il ajouta que cela signifiait qu'il était un chasseur de rang supérieur. Mais demanda avec une expression surprise si cet homme était un soldat de rang S. Renji dit avec une expression pensive que c'était impossible puisque tous les rangs S étaient actuellement en mission. Aucun signal de confirmation ne venait de B22. Pourquoi ne savait-il pas son rang? Il avait pourtant la capacité de le voir. Tanji dit que le problème était qu'il ne pouvait pas voir son rang. À sa honte, après avoir utilisé son pouvoir, il s'est évanoui à cause d'une surcharge d'informations. Cela signifie qu'il est au moins niveau 100. Ils étaient surpris et le commandant en chef a dit que c'était un pouvoir très rare, mais ce n'était pas une raison pour arrêter la mission. Le commandant est Nobuo Iwasa, un mage de pierre de niveau 44, a acquiescé et a dit qu'il ne pouvait pas annuler leurs tâches militaires pour une raison aussi incertaine. Cette mission implique des milliers de troupes de 4 forces différentes. Cela suffit à encercler complètement les zones de bombardement et de sécurité.
Il était prévu qu'après le bombardement, les soldats de la garnison tuent les monstres restants. Cependant, si une alerte d'urgence est donnée, les monstres réagiront au bruit et se rueront au même endroit. Si cela se produit, le territoire tombera instantanément et des milliers de soldats mourront. Sauver un en échange de 1000 est trop risqué même s'il s'agit d'un chasseur de rang S. Mi qui a réfléchi avec une expression sérieuse et a dit qu'en fin de compte, elle rejetait sa demande. Il ne pouvait pas gaspiller les efforts de tant de personnes juste pour sauver une. Cette décision était définitive. Tanji était très surpris et l'appareil a immédiatement coupé la connexion. Il a serré l'appareil dans sa main de colère et Shoki a dit avec un air inquiet qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il a acquiescé et a dit que le résultat final était important. Il a baissé les yeux et a remarqué les clés de voiture accrochées à sa ceinture. Il a volé les clés et le lieutenant a dit à voix haute qu'il devait revenir car le bombardement allait commencer. Il ne l'a pas écouté et est monté dans la voiture en disant qu'il restait encore 6 minutes. Tanji l'a appelé à voix haute et lui a demandé s'il voulait être traduit en cour martiale. Il devait revenir immédiatement. Il ne l'a pas écouté et a conduit vers la zone X de toute façon. Le soldat a appelé le lieutenant avec surprise et a demandé s'il devait lui rendre. Il a dit avec une expression sérieuse qu'il n'avait pas à le faire car il avait pris la décision lui-même. Il est sûr qu'il comprend ce qu'il fait. Shoki a continué à conduire sur la route et a pensé avec une expression tendue qu'il devait arriver à temps. À ce moment-là, il ne sait pas encore que la personne qu'il essayait de sauver deviendra l'espoir de toute l'humanité. Il a continué à conduire encore quelques minutes et a dit qu'il avait perdu sa trace. Où est-il passé? C'est le chemin le plus court. Si tu ne peux pas le trouver, cela signifie-t-il qu'il se déplace plus vite que la voiture? La prochaine étape est la zone X. Peut-être devrait-il allumer le haut-parleur. Tu l'entendras sûrement, mais cela alertera aussi les monstres. Le temps pressait, alors il a saisi sa radio et a dit que ce n'était pas important. Il allait commencer à parler et pensait qu'il était une honte pour l'armée. Il a dit à voix haute que c'était le soldat qu'il avait aidé plus tôt. Cette zone allait être bombardée. Il devait évacuer immédiatement. Il a répété son message et MC, qui combattait les monstres, l'a entendu. Il s'est retourné à la voix et a dit qu'il était maintenant clair pourquoi il n'y avait pas de chasseurs dans la zone. Les monstres n'étaient pas une menace, mais il n'était pas sûr de pouvoir survivre à la chaleur des explosions. Il devait éviter les risques inutiles. Ce soldat avait mis sa vie en jeu juste pour l'avertir. Il ne pouvait pas le laisser mourir ici. Shoki regarda par la fenêtre de sa voiture et demanda s'il l'entendait. Il n'y avait plus beaucoup de temps. Il remarqua des monstres s'approchant et dit qu'il avait effectivement attiré leur attention. Il était sur le point de partir et dit qu'il devait s'en aller. Pourtant, il était toujours là. À ce moment-là, il tua rapidement le monstre qui s'approchait de la voiture et frappa à la fenêtre. Shoki ouvrit la fenêtre et dit qu'il était incroyablement heureux d'être en vie. Sora demanda avec un air sérieux ce que cela signifiait que la zone allait être bombardée. Le soldat regarda sa montre, inquiet, et dit que le temps était écoulé. À ce moment-là, des avions commencèrent à survoler la zone, larguant des bombes sur la zone X. De grosses pierres volèrent vers eux à cause de l'explosion, ce qui effraya beaucoup le soldat. Le protagoniste souleva calmement les rochers devant lui pour les protéger. La fille à la base militaire appela le général et dit que le bombardement était terminé. Renji, avec une expression sérieuse, dit qu'ils devaient utiliser les drones pour savoir combien de monstres ils avaient tués et où se dirigeaient les survivants. Elle répondit que les drones ne détectaient aucun signe de vie. Il parut surpris par cela et demanda où étaient passés tous les monstres. Elle dit, choquée, qu'ils étaient toujours dans la zone de bombardement. Ceux au centre du bombardement étaient complètement indemnes. Il dit avec un air mécontent et surpris que cela ne pouvait pas être vrai. Mi demanda ce que montraient les drones. La fille appuya sur les touches du clavier et fit apparaître l'image sur plusieurs écrans. Elle regarda l'écran et se demanda si c'était les boucliers. Est-ce que les monstres avaient fait ça? Attends, y avait-il une personne à côté d'eux? La fille cria que les monstres attaquaient les drones. Ils avaient perdu tout contact avec les drones. Elle demanda avec une expression sérieuse. On leur avait dit que cette vague était différente des autres, mais qu'est-ce que c'était? Ils savaient pour la reconnaissance par drone. Nobuo devint très inquiet et dit à voix haute qu'il devait évacuer tous les soldats de la garnison. Mi se retourna et dit à voix haute qu'il était urgent d'annoncer une retraite complète. Ils devaient tenir les murs. La fille dit avec un regard inquiet qu'ils ne se dirigeaient pas vers les murs. Elle la regarda, inquiète, et demanda alors où ils allaient. Elle pointa la carte et dit qu'ils se dirigeaient vers la zone B22. Elle regarda le moniteur, surprise, et dit que c'était là que se dirigeait ce mystérieux chasseur. Il devait envoyer tous les drones restants là-bas. Il devait découvrir ce qui avait arrêté l'avancée des monstres. Shoki sortit de la voiture et demanda avec une expression surprise si le bombardement était terminé. Il commença à rire bruyamment de joie d'avoir survécu. MC, avec un air calme, dit qu'il se réjouissait trop tôt.
S'ils avaient survécu, cela signifiait que les monstres allaient aussi bien et qu'ils se dirigeaient ici. Il courut vers lui, le tira vers le bas et lui ordonna de se baisser. Un drone tomba à côté d'eux. Le soldat l'a remarqué et a demandé si les monstres avaient attaqué les drones. Ça ne s'est jamais produit avant. Il a levé les yeux calmement et a dit qu'il serait surpris plus tard. Ils ont vu de nombreux monstres se diriger vers eux et il a dit qu'ils avaient des invités. Shoki a regardé avec surprise tous ces monstres et a dit que c'était le groupe de niveau le plus élevé de cette invasion. Après le bombardement, ils n'avaient même pas une égratignure. Ils sont finis, ils vont tous mourir ici. Sora se tenait calmement à côté de lui et a dit qu'il n'était pas blessé. Puisque le bombardement n'a pas blessé les monstres, ils allaient les tuer de leurs propres mains. Il a tué tous les monstres sur son chemin très rapidement. L'un d'eux a réussi à frapper avec son arme, mais il l'a facilement arrêté. Immédiatement après, il a sauté très haut et a balancé son poing. Le monstre a levé un énorme bouclier, mais il l'a brisé et a frappé sa tête. Il l'a regardé avec un air légèrement surpris et a pensé qu'il ne sentait pas sa présence. L'inconnu l'a regardé avec un sourire et a dit qu'il avait enfin été trouvé. Le monstre l'a regardé avec un large sourire, l'a traité de voleur et a dit qu'il devait lui rendre ce qui lui appartenait. Le protagoniste l'a regardé calmement et a demandé de quoi il parlait. Il a tiré plusieurs flèches d'énergie noire d'une direction inattendue, mais cette attaque ne l'a pas blessé. Il l'a regardé sérieusement et a dit que s'il ne pouvait faire que ça, il ne pourrait pas le tuer. Un drone s'est approché d'eux et a commencé à filmer ce qui se passait. L'inconnu l'a remarqué et s'est demandé si le corbeau d'Odin l'observait. C'était une imitation créée par des humains. MC a arrêté l'attaque du monstre avec sa main et a dit que s'il voulait vraiment le tuer, il devait être plus sérieux. Il est apparu sur le toit d'un bâtiment voisin et a dit combien c'était dégoûtant d'être observé par des gens vils, ces créatures de bas niveau l'irritantes. Il a regardé le ciel et a dit qu'il devait détruire chaque observateur. Le militaire caché dans la maison a regardé par la fenêtre et a dit qu'il avait détruit son drone. La raison pour laquelle les monstres ont changé de cap, c'est à cause de lui. Il est un chasseur qui a affronté l'invasion de monstres seul. Il a entendu des bruits forts à proximité, après quoi les tentacules du monstre ont percé le mur et il a immédiatement réalisé qu'il avait été découvert. Il le regarda sérieusement et se souvint de sa promesse aux soldats. Shoki tenta de démarrer la voiture, mais à cause de la panne, il n'y parvint pas. Il sauta immédiatement de l'épaule du monstre et pensa qu'en chassant un ennemi, il fallait d'abord s'attaquer à son chef. Pour sauver le plus de gens possible, il devait tuer ces monstres. Le monstre tenta de l'attaquer avec son poing, mais il l'esquiva et pensa qu'après s'être mêlé à cette personne, la puissance du monstre avait augmenté. Un étranger commença à sortir de son ombre, ce qu'il remarqua et dit qu'il était très persistant. Le protagoniste remarqua son visage et pensa qu'il se ressemblait un peu. Son adversaire sortit une épée faite d'énergie sombre, d'où il ressentit une puissante montée d'énergie et de danger. Il balança à nouveau son épée, l'appelant la graine de l'abîme, et dit qu'elle le tuerait. Il frappa et dit haut et fort que c'était son destin. Il esquiva ce coup, puis frappa son adversaire d'un point très puissant. À cause de cela, l'étranger laissa tomber son épée et il s'en empara immédiatement. Immédiatement après, il porta un coup fort avec un mouvement rapide, mais son adversaire réussit à disparaître à nouveau. MC remarqua qu'il était apparu sur l'épaule d'un énorme monstre et se demanda si cela n'avait pas fonctionné non plus. Peut-être qu'il l'avait juste imaginé. La montée de cette énergie ressemble beaucoup au pouvoir de l'abîme. L'étranger le regarda avec une expression très mécontente et demanda, en volant l'arme de quelqu'un d'autre, est-ce tout ce qu'il pouvait faire? Il agita la main, faisant disparaître l'épée qu'il tenait, et pensa que c'était définitivement le pouvoir de l'abîme. On aurait dit qu'il avait beaucoup d'utilisations qu'il ne connaissait pas. Ce combat allait être long. D'abord, il devait mettre ce soldat en sécurité. Il s'approcha de la voiture et demanda s'il n'avait pas peur des hauteurs. Shoki répondit qu'il n'en avait pas peur. Immédiatement après, il souleva la voiture et dit qu'il allait devoir voler. L'étranger l'appela bruyamment imbécile et dit qu'il ne devait pas traiter le pouvoir de l'abîme si légèrement. Il créa une grande boule d'énergie au-dessus de sa tête et dit que les forts n'existent pas pour protéger les faibles. Il utilisa la technique de l'œil des ténèbres et dit haut et fort qu'ils existent pour devenir encore plus forts. Il lança cette énorme boule vers lui et dit haut et fort qu'il devait mourir avec ce faible. Sora le regarda calmement et pensa que c'était trop rapide. Même s'il courait, cela le rattraperait. Il posa la machine au sol, sauta vers cette boule et dit haut et fort que dans ce cas,
il devait juste la détruire. Il donna un coup de poing et pensa « A-t-il échoué ?» Il semblait qu'il n'avait rien fait du tout avec cette attaque. Il remarqua un autre amas d'énergie à l'intérieur et dit qu'il s'avérait que c'était la vraie forme. Il fut distrait en entendant Shoki crier de peur. Il se retourna et vit l'énergie sombre attaquer la voiture. Il dit d'un air inquiet qu'il devait sortir de la voiture. Il regarda les flux d'énergie sombre avec un regard effrayé, mais l'étranger dit qu'il ne devait pas avoir peur. Il le ramènerait chez lui. Immédiatement après, il transperça la voiture avec plusieurs piquets d'énergie sombre. Le protagoniste devint très en colère à cause de cela et commença à attaquer ses pics d'énergie. Son adversaire se tenait sur le toit de la voiture et dit qu'il n'avait pas besoin d'être si zélé. Il ne lui répondit rien et brisa les pics avec sa main. Il sortit Shoki de la voiture avec l'énergie et dit qu'il pouvait voir qu'il n'était pas encore mort. Il montra son visage tout en souffrant à cause de cette énergie et dit qu'il lui souriait même. Il a utilisé la nécromancie et a commencé à rire très fort. Quand il s'est calmé, il a dit qu'il avait un destin merveilleux de voir mourir ceux qu'il chérissait. Il se souvenait de son passé et a demandé s'il aimait aussi détruire l'estime de soi des autres. L'inconnu a utilisé la tempête d'obsidienne pour l'attaquer. Il a sauté au sol, a balancé son poing et a dit que les déchets comme lui l'énervaient vraiment. Ensuite, il a donné un coup de poing très puissant. Il l'a regardé avec un sourire fou et a essayé d'attaquer, mais c'était inutile. Sora l'a enfermé dans la voiture et s'est excusé de l'avoir entraîné là-dedans. Il l'a frappé, mais il a de nouveau disparu en disant que c'était inutile. Il est apparu derrière lui avec une épée et a dit qu'un novice ne pouvait pas le vaincre. Après cette attaque, il a essuyé le sang de son poing et a dit qu'il n'était pas son égal. Le monstre a couru vers eux et l'inconnu n'en revenait pas. Le protagoniste a volé vers lui à une vitesse incroyable et a dit à cet idiot que les gens avaient tendance à grandir. Il s'est inquiété en le voyant. Il a perdu de vue et a demandé où il était allé. Il s'est retourné brusquement et l'a vu apparaître derrière lui, le poing levé pour attaquer. MC l'a regardé avec un air sérieux et a dit qu'il pouvait s'échapper, mais il verrait comment il échapperait à ça. Il a lancé un coup de poing très fort. Il a attrapé l'énergie noire sortant du corps du monstre et a dit à voix haute qu'il allait être écrasé. Le monstre n'en revenait pas. Il a regardé l'inconnu à ses côtés et a dit à voix haute qu'il serait le prochain. Il a commencé à concentrer une grande quantité d'énergie au-dessus de sa tête. À cause de la grande quantité d'énergie concentrée, un vent très fort s'est levé. Dès qu'il a fini d'utiliser son pouvoir, il a immédiatement disparu. Il a jeté sa veste au sol et a dit que ses vêtements étaient ruinés. Il a regardé la photo avec un air sérieux. Il a pris le jeton et l'a enterré à proximité. Dès qu'il a fini, il a commencé à partir avec un air sérieux. Il avait absorbé tant d'ombre qu'il pouvait attaquer à tout moment. Il ne pouvait pas le laisser arriver au refuge en premier. Après un moment, Mi arriva sur les lieux et dit aux soldats qu'une équipe de pilotes de drones devait inspecter la zone. Ils devaient s'assurer qu'aucune souris ne puisse passer. Les autres devaient rester très vigilants. Un soldat regarda l'écran de la tablette avec un air très surpris, appela le commandant et s'apprêtait à parler des monstres. Elle observa le champ de bataille avec un air sérieux et dit qu'ils étaient tous vaincus. Elle se tourna vers lui et dit fort qu'il devait vérifier les enregistrements des drones et faire un rapport s'il trouvait quelque chose. Elle regarda le champ de bataille et pensa qu'il y avait des signes clairs d'une bataille passée. Ce fort chasseur dont le lieutenant Kagura avait parlé avait non seulement survécu au bombardement, mais avait aussi détruit tous les monstres de l'influx. Un des soldats appela le commandant et dit que la carte mémoire de ce drone n'était pas endommagée. Il va montrer l'enregistrement tout de suite. Elle s'approcha de lui, prit la tablette et regarda le moniteur avec intérêt. Elle pensa que c'était le soldat de première classe, Matsura, qui était allé dans la zone de bombardement et devait être ce chasseur. Un des soldats entra dans l'endroit où le boss de cette vague avait été abattu et remarqua une énergie brillante. En s'approchant, il vit le système de notification concernant des objets tels qu'une potion d'énergie spéciale qui augmente constamment la puissance magique de l'utilisateur, une arme de rang, un ancien poignard royal. Il y avait aussi un grand cube qui ne pouvait pas être identifié. Le deuxième soldat qui se tenait sur le corps du monstre l'appela et lui demanda ce qu'il avait trouvé. Il attrapa tous ces objets et dit à voix haute qu'il n'avait rien trouvé. Juste après, un autre soldat sauta à côté de lui et demanda si ceux-ci provenaient du boss de l'afflux.
Ils semblent être des objets assez rares. S'approprier des objets obtenus par une équipe est un crime. Il sait quoi faire. N'est-ce pas? Il regarda les objets qu'il avait trouvés avec un air inquiet et demanda sérieusement comment ils allaient les diviser. Le soldat pointa le cube avec un sourire et dit qu'il pouvait se calmer car il n'avait besoin que de cette chose. Il refusa et dit que des objets légendaires se trouvaient sûrement dans de tels coffres. Le soldat lui mit la main sur l'épaule et dit avec un sourire malicieux qu'il ne devait pas le mal comprendre. Il n'avait pas d'autre choix. Il prit le cube, resta au même endroit, ses yeux s'illuminèrent et il dit qu'il avait enfin obtenu la relique du golem. Après un moment, le protagoniste atteignit le refuge d'évacuation numéro 6 et dit qu'il était enfin arrivé ici. Il regarda les soldats qui défendaient en cet endroit et pensa qu'ils n'avaient pas encore été attaqués. Il alla avec le reste des gens vers le refuge et attira l'attention des personnes autour de lui. Il pensa qu'il ne sentait pas sa présence à proximité. De plus, celle de quiconque de fort non plus. Cependant, comme il n'y avait pas de personnes fortes ici, cet endroit serait tôt ou tard détruit. Soudain, il remarqua un homme devant lui et pensa « Est-il aveugle ?» L'homme bandé demanda si son sang était très épais. Vient-il de l'extérieur? Il confirma cela, ce qui le fit rire aux éclats et dire qu'il le comprenait, ce qui le rendit heureux. Il demandait à sa grâce de lui faire confiance. Il n'avait aucune intention malveillante, il voulait seulement acheter des informations sur le monde extérieur. Les informations dont il avait besoin comptaient beaucoup pour lui. Le MC regarda l'argent qu'il avait sorti et se demanda si c'était la monnaie locale. Il dit avec un air calme qu'il lui dirait ce qu'il savait. L'homme dit qu'il était content d'entendre cela. Il dit qu'il voulait d'abord poser une question. Pourquoi le prêtre l'appelait-il Monseigneur? Il avait l'impression qu'il faisait semblant. L'homme a ri et a dit qu'il pouvait le voir à travers lui. S'habiller comme ça, c'était juste un hobby. Il le regarda sérieusement et demanda « Est-ce que cacher ses yeux s'appliquait aussi à ça ?» Il a commencé à rire avec une expression inquiète, pensant qu'il était trop insistant. Il a enlevé son bandeau et a dit qu'il avait récemment contracté une maladie oculaire. Sora le regarda sérieusement, reconnaissant cette lumière effrayante même les yeux fermés. Il devait avoir une raison de cacher son pouvoir. On aurait dit qu'il y avait un loup déguisé en agneau dans ce refuge. Il demanda alors qu'est-ce qu'il voulait savoir. Il était un peu surpris et demanda s'il pouvait poser sa question maintenant. Il s'intéressait à ce qui se passait dehors. Des soldats armés s'étaient rassemblés sur les murs, semblant se préparer à la bataille. Il était sûr que les gens ordinaires n'avaient pas remarqué, mais il avait entendu des explosions. Cela le dérangerait-il de lui dire ce que c'était? Il y pensa un instant et dit avec un large sourire qu'honnêtement, lui-même n'en était pas encore sûr. Il sortait pour affaire quand il a entendu une explosion au sud-ouest et a eu si peur qu'il a laissé tomber la lettre, utilisant son t-shirt comme panneau improvisé. L'homme fut surpris et pensa, cela voulait-il dire qu'il cachait aussi son pouvoir? Il le remercia pour l'information sur le sud-ouest, disant qu'il l'avait beaucoup aidé. Le protagoniste prit l'argent, le regarda et pensa « Est-ce qu'il est parti seul dans une direction inconnue? Combien de combattants de son niveau sont ici? Il est toujours impossible de les sentir. » Pourquoi laisse-t-il une personne aussi suspecte que lui se déplacer librement? Peut-être que les gens sont traités plus légèrement maintenant qu'ils ont tous un ennemi commun. Après cela, il est allé au magasin pour acheter des vêtements, pensant que l'argent que le moine lui avait donné suffisait pour de nouveaux habits. Il est maintenant temps pour lui de retrouver ses parents. Il devrait commencer à l'ancienne. Il s'approcha d'une fille dans la rue, montra une photo et demanda si elle connaissait les personnes sur la photo. Elle fut très surprise en la regardant, puis elle s'en alla immédiatement en disant qu'elle ne savait rien. Il était embarrassé par cela et pensa qu'elle semblait avoir vu un fantôme. Est-ce que tout le monde ici est si méfiant? Il remarqua un gars effronté marchant dans la rue et pensa qu'il devrait peut-être lui demander. Le gars l'appela pour attirer son attention. Il le regarda avec un air sérieusement effrayant et demanda ce qu'il voulait. Le gars le regarda sérieusement, mais avec inquiétude, et dit qu'il ne semblait pas être d'ici. Il interrogeait des gens avec une photo au milieu de la nuit. De quel siècle venait-il? Il lui montra la photo et demanda s'il connaissait ces personnes. Le gars demanda s'il s'en prenait à tout le monde comme ça. Il avait l'air surpris de ce qu'il voyait et demanda d'où il avait eu leurs photos. Il demanda s'il les connaissait. Il le regarda sérieusement et demanda quel était son intérêt avec eux. Le protagoniste dit avec un regard sérieux qu'il était leur fils. Il avait l'air très surpris et a demandé si c'était ce gamin. Il a commencé à serrer sa main et a demandé avec indignation s'il se moquait de lui. Il n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit car il a remarqué un camion qui arrivait rapidement. Le camion transportant le corps du monstre lui est rentré dedans et s'est arrêté contre lui. Le gars était très surpris et a demandé ce qui s'était passé. Sora était là, calme, s'excusant et demandant s'il pouvait répéter ce qu'il avait dit. Le gars le regarda avec inquiétude et dit à voix haute que c'était vraiment lui. Il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il a pointé du doigt et a dit qu'il devait simplement avancer.
C'est là qu'il trouverait leur maison. Il s'est dirigé dans cette direction et l'a remercié. Il lui a fait un signe de la main en lui disant de prendre soin de lui. Juste après, il a commencé à s'enfuir avec une expression inquiète, pensant que les choses allaient mal. Il devait rassembler tout le monde. Le protagoniste marchait dans la rue et a demandé au bandit s'il savait où vivaient ses parents. Il pensait que son père était gentil avec tout le monde et sa mère aussi. Ce monde utilise juste de si bonnes personnes. Pourtant, tout va bien. Maintenant, il sera là. Il est arrivé au bout de la rue et a dit que ça devait être ici. Il a vu une très longue clôture autour d'une grande maison et a demandé s'ils vivaient tous les deux ici. Il s'est arrêté à la porte et a pensé que beaucoup de gens avaient fui. Il semblait qu'il y avait plein de maisons vides. Il a frappé et a entendu la voix de son père demander s'il avait fini de travailler. Son père a ouvert la porte et a dit à voix haute « Bienvenue ». Le protagoniste était très surpris de le voir. Il a demandé à voix haute avec une expression très sérieuse qui était-il. Il le regarda avec un air légèrement confus et dit que c'était lui Sora. Cela l'a beaucoup surpris et il a demandé ce qu'il venait de dire. Ils se sont déplacés dans un endroit plus confortable pour parler et bientôt sa mère est entrée avec des boissons sur un plateau. Elle s'est assise à la table et a demandé s'il n'avait toujours pas commencé à parler. Son mari lui a dit qu'il avait du mal à y croire. Il n'était pas du tout comme le Sora dont il se souvenait. Dans des moments comme ça, il faut y recourir. Le MC ne comprenait pas de quoi il parlait et il a dit avec un sourire malicieux que c'était un échange de secrets entre un père et son fils. Bien sûr, il ne voulait pas se compromettre devant sa femme, mais s'il ne répondait pas aux questions, il ne sortirait pas d'ici en un morceau. Il regarda le plafond et dit mentalement à son assistant, Ochihae, que s'il disait quoi que ce soit de suspect, il s'en occuperait. Ochihae, pendant ce temps, les observait à travers une petite fissure dans le plafond et Sora, en le remarquant, pensa « Est-ce son complice ?» Apparemment, il est encore prudent. Mais avec une protection aussi fiable, il pouvait se détendre. Son père lui a suggéré de commencer et il a souri en disant à son acolyte de se préparer. Il était sur le point d'entendre quelque chose qu'il ne devait pas. Après cela, il a dit à son père qu'il allait à un cours de cuisine pour les femmes au foyer chaque week-end. Shuya était très surpris d'entendre cela et pensa « Comment sait-il ça ?» Uchiha, pendant ce temps, s'imaginait son patron en train de cuisiner et devenait nerveux. MC a dit qu'il suivait aussi des cours de ballet en secret chaque semaine. Uchiha s'imaginait son patron en jupe tournoyante. Une atmosphère gênante s'installa dans la pièce, puis Shoya sourit nerveusement. Il dit que c'était possible, mais que seul son fils pouvait le savoir. Il confirma avec assurance et lui dit de ne pas dire plus tard qu'il ne l'avait pas prévenu. L'homme devint nerveux, mais il lui dit d'y aller. Okigae, quant à lui, fronça les sourcils. Son patron devint très nerveux et lui dit de ne pas plaisanter. A-t-il une preuve ? Uchiha prit un des sabres et dit qu'il y avait une marque de morsure de son frère sur la poignée. Uchiha devint encore plus surpris. Shoya appela Sora un idiote et le prit dans ses bras, s'exclamant qu'il pensait qu'il était mort. C'était vraiment lui, leur fils. Il éclata en larmes, disant que s'il avait su ce qu'il pensait tout ce temps, il l'avait cherché partout. Il demanda à son fils de faire tomber cet homme. Pendant ce temps, Uchiha pensait que le patron avait vécu sous une pluie de sang. Il réalisa soudain qu'il avait attrapé le chef de la famille dans un tel état et il devint très nerveux. Il décida de partir rapidement. MC continua pour lui, disant que si la nouvelle sortait, ce serait de sa faute. Le pauvre Uchiha tremblait de peur. Ye leur dit de ne pas l'effrayer autant, ce qui le rendit très heureux. Elle lui dit qu'il devait vraiment se taire. Sora les regarda en souriant, pensant qu'il venait de sortir de l'abîme. Maintenant, il était vraiment chez lui. Le même gars entra dans la pièce avec des renforts, disant au patron qu'un blond le cherchait. MC sourit et demanda s'il parlait de lui. Préparait-il quelque chose contre leur patron? Vient-il vraiment de Tiger Roar? Il tremblait de peur. Il dit à son subordonné avec un sourire que c'était son fils qui avait disparu il y a 5 ans et qui était enfin revenu. Tout le monde était surpris par cette nouvelle, et un des subordonnés de son père a demandé s'il avait survécu 5 ans dans les zones tombées sans système. Le gars a dit que s'il n'avait pas de système, peu importe combien il s'entraînait, il n'aurait pas pu dépasser le niveau 10. Son camarade a dit, perplexe, qu'il insistait sur sa force, mais en fait, c'était un débutant sans système.
Le gars a ri nerveusement et a dit qu'il avait probablement tort. Il se souvenait comment il avait arrêté le camion et pensait, s'il était vraiment un débutant, comment avait-il réussi à ne pas se blesser dans une telle collision. Remarquant le doute sur son visage, MC lui a suggéré d'essayer de voir son niveau avec son système et il l'a regardé, choqué. Après cela, il a dit que comme il n'avait pas de système, il n'avait pas d'informations de base. Le système permet de voir les niveaux des monstres, mais s'il n'y a pas de capacité spéciale, alors rien ne fonctionnera. Le père de Sora a dit que l'inspection est une capacité rare, tous les chasseurs ne l'ont pas. Le gars a confirmé ses paroles et MC a souri en disant à son père de le regarder, puis a pensé à comment obtenir au moins quelques informations sur l'abîme. Après cela, Shoya a ouvert la fenêtre du système et tout le monde s'est agglutiné autour de lui pour voir le niveau de son fils. Seule sa femme se tenait à côté de Sora. Il lui a demandé si elle voulait voir son niveau et elle lui a dit que c'était suffisant pour elle qu'il soit maintenant à ses côtés. De plus, elle saurait de toute façon tout. Son mari a poussé un soupir de surprise et a dit que peu importe combien il essayait, le résultat était le même. On ne voit rien, il n'y a que deux raisons. Soit c'est parce qu'il n'a pas de système, soit son niveau est si élevé qu'il ne peut rien voir et pourtant il peut voir le nom. De plus, il a survécu 5 ans. S'il était un débutant, il serait mort depuis longtemps. Il s'avère que son niveau est trop élevé pour qu'il puisse le voir. Que faisait-il pendant ces 5 ans? Le visage de son fils s'assombrit et sa femme a demandé avec un sourire « Ne devrait-il pas être heureux ?» Elle s'est tournée vers son fils avec un sourire doux et a posé sa main sur son visage en disant qu'il était un garçon fort. Il a dû traverser beaucoup de choses pour revenir. Il la regardait avec tristesse dans les yeux, puis se souvenait de tout ce qui lui était arrivé au fil des ans, et ne pouvait retenir ses émotions, pleurant avec elle. Il l'a serrée contre lui et a dit que tout allait bien maintenant. Il était chez lui. Il lui a demandé de ne pas pleurer, et son père, les larmes aux yeux, a fermé la fenêtre du système et a demandé à ses subordonnés de sortir, disant qu'après tout ce temps, ils étaient enfin réunis avec leur enfant. Il est sorti avec eux, a doucement fermé la porte, et a demandé que deviennent Jiro et les autres. 2 heures s'étaient écoulées et il n'était toujours pas revenu. Il est allé régler quelques affaires et MC et sa mère sont restés seuls. Il lui a demandé des nouvelles de son frère et soupçonnait déjà le pire. Mais sa mère l'a rassuré en disant qu'il allait bien mais qu'il était actuellement dans l'armée. Elle lui a montré une photo de lui et a demandé si elle pouvait l'appeler puisqu'il était de retour. Il avait combattu sur le front tout ce temps, comme s'il essayait de se venger. Sora se souvenait de lui et de son frère enfant et a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps, puis a demandé si elle occupait un poste élevé ici. Elle l'a confirmé, mais la raison pour laquelle tout le monde la respecte, c'est qu'elle est prêtresse. Elle a beaucoup de capacités de guérison, ce qui lui permet d'être un grand soutien et elle peut même faire des prophéties. Il était très surpris et a demandé que puisqu'elle est prêtresse, elle peut le voir à travers. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas voir les capacités des autres, mais il s'inquiétait toujours de comment elle savait cela. Elle a dit qu'elle pouvait faire des prophéties et elle savait qu'un jour il reviendrait. Pendant ce temps, quelqu'un est arrivé à la résidence. En ouvrant la porte, le garde a été très surpris de voir le vice-chef Juju Iwashima et ses hommes. Shoya est sorti pour l'accueillir et a ouvert grand les bras, se réjouissant de son retour. Mais remarquant son air triste, il s'est immédiatement approché de lui et a demandé doucement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a demandé à quelqu'un d'observer depuis les coulisses comment les choses se déroulaient. Ont-ils découvert quelque chose ? Il lui a dit que comme il le soupçonnait, Tiger Roar avait fait équipe avec l'armée. Ils ont donné les carcasses de monstres à l'armée comme d'habitude, mais le type avec l'ordinateur portable a commencé à s'en prendre à lui pendant l'inspection. Il inventait des excuses et ne leur accordait que la moitié des points, même s'il en rapportait la valeur totale à ses supérieurs. Lors de l'inspection, toute la différence s'est revenue à Tiger Roar. Après avoir entendu le rapport, Shoya fronça les sourcils et pensa que Tiger Roar, qui était censé rester neutre, faisait déjà quelque chose comme ça, et que cela ne ferait qu'empirer. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et s'humilier. Cela affecterait l'avenir de la ville. Il a dit à Jiro avec un sourire d'oublier ça et de manger et de se reposer. Après cela, il sortit son épée et ajouta qu'il se rendrait à Tiger War plus tard et réglerait l'affaire. Il devait leur montrer que la guilde de l'unification n'était pas naïve. Pendant ce temps, MC a entendu toute la conversation et a pensé que grâce à cet éclat sombre, toutes ses capacités fonctionnaient à pleine capacité. Et pas seulement cela, mais aussi ses sens sont devenus plus aiguisés. Maintenant, il peut entendre de loin. Il semble que Kagawa et ses bandits soient liés à Tiger Roar. Son père ira-t-il négocier avec eux? Il est un peu inquiet. Il a quitté la pièce et a dit à son père qu'il l'accompagnerait. Et l'un de ses subordonnés a pensé nerveusement, veut-il intervenir? Il aura alors l'occasion de voir son véritable pouvoir. Pendant ce temps, Jiro regardait l'étranger d'un air interrogateur et demandait « Qui est-ce » Shoya l'a présenté à son fils et lui a dit qu'il avait disparu il y a 5 ans dans la zone des morts et il lui a demandé quel était son niveau. Il lui a dit que son fils n'avait pas de système et il l'a regardé en lui demandant « Est-il donc une personne ordinaire ?»
Il pensait que sans système dans aucun abri, vous deviendrez un homme mort ne durant pas plus de 3 jours. Il existe bien sûr une chance de survivre avec des statistiques d'élite et de bonnes compétences de survie, mais sans compétences professionnelles, vous deviendrez un poids mort plus rapidement qu'au combat. Pour cette raison, il a décidé de ne pas l'impliquer dans les affaires et a dit au patron que c'était une bonne nouvelle. Mais comme il vient de rentrer, il est probablement fatigué. Pourquoi ne devrait-il pas rester ici? Il a répondu qu'il avait raison et a demandé à son fils de rester à la maison avec sa mère et elle a dit en souriant qu'elle avait une idée. Elle lui montrerait la maison sur leur territoire. Mais il n'était pas particulièrement satisfait de cette tournure des événements et se rendit compte qu'il pensait qu'il ne serait d'aucune utilité au combat, mais il s'y attendait. Pour les personnes bénéficiant du système, c'est une personne ordinaire. Il a admis la possibilité de rester ici. Après tout, il n'avait pas encore une idée complète de cet abri. Il y a des monstres ici qui le ciblent, et il vaut mieux qu'il cache sa force pour ne pas impliquer sa famille dans cela. Il accepta de rester, et son père poussa un soupir de soulagement, mais son subordonné était très contrarié, car il avait raté l'occasion de voir son pouvoir. Après cela, Shoya les a amenés à régler les choses avec une autre guilde, et Sora s'est occupé d'eux. Sa mère lui a dit de ne pas trop s'inquiéter, il était juste inquiet pour lui. Ils se sont rencontrés après un long moment. Bien entendu, il ne veut plus le mettre en danger. Il a voulu s'y opposer et elle lui a tapoté la tête en lui assurant que tout ira bien, qu'il est fort. Elle se tourne constamment vers des visions pour voir l'avenir et on dit qu'il reviendra sain et sauf. Il a écarté sa main et Lee, embarrassé, a déclaré qu'il n'était plus un enfant. Après quoi, il pensait que sa mère faisait vraiment des prédictions pour prévoir le danger, mais Tiger Roar s'est impliqué dans l'armée, donc maintenant son père entrera plus souvent en conflit avec eux. Il a demandé quelle était la situation dans le refuge et pourquoi Tiger Roar les traitait mal. Elle lui a dit qu'après le jour du jugement, les guildes de chasseurs fondées par les éveillés ont uni leurs forces avec l'armée pour gérer les refuges. Son père a créé une guilde de unification et a coopéré avec l'armée ici au 6e refuge en espérant le retrouver. La guilde a beaucoup grandi car tous étaient motivés par le désir de retrouver leurs proches. Il s'occupe de maintenir l'ordre, de collecter des fournitures sur le champ de bataille et de combattre des monstres, tandis que l'armée participe aux sorties et aux attaques des tours. Son père est bienveillant, mais il hésite à envoyer ses hommes aider aux sorties. C'est ainsi qu'il a réussi à garder cet endroit intact pendant 4 ans. Mais il y a quelques mois, une grande guilde de chasseurs du 4e refuge, Tiger Roar, est venue ici pour établir une branche. Depuis, les conflits n'ont pas cessé. MC a demandé pourquoi l'armée n'intervenait pas et elle lui a dit que les ennemis devenaient plus forts et que l'armée ne pouvait plus les contenir. Mais Tiger Roar s'est porté volontaire pour nettoyer la tour et leur force est devenue si grande que l'armée a dû compter sur eux. Les informations sur l'accès à la tour sont si précieuses qu'elles ne peuvent pas être ignorées. De plus, Tiger Roar a un éveillé choisi par la divinité de la tour, Ezra. Il est leur atout. Sora s'est intéressé aux divinités des tours, sa mère lui a expliqué cela plus en détail. Il y a des leaders de tours. Leur pouvoir est presque comparable à celui d'un dieu. S'il réussit l'épreuve d'une divinité, il deviendra un Ezra et recevra un pouvoir divin. Ils sont considérés comme des dieux en dehors des tours et deviennent aussi des gardiens à l'intérieur des murs de la tour. Tiger Roar a actuellement le plus d'Ezra. Comme chaque Ezra possède un pouvoir absurde, Tiger Roar est rapidement acquis par toutes les guildes voisines. Les habitants aiment la guilde de son père, mais ils n'ont jamais nettoyé les tours. Ils sont la seule guilde à souffrir sans Ezra. MC a noté que la situation était assez mauvaise et a demandé si les gens aimaient la guilde, alors pourquoi agissaient-ils comme des yakuza? Sa mère lui a souri en disant que c'était juste sa préférence personnelle, et il l'a regardé avec une expression étrange. Elle l'a emmené dans une autre pièce et lui a demandé quelle était la différence. Après tout le monde était heureux. Elle l'a poussé dans la pièce et lui a dit de prendre un bain. Il était fatigué, n'est-ce pas? Il devrait l'appeler s'il voulait qu'elle lui frotte le dos. Il se sentait mal à l'aise et a dit qu'il pouvait s'en occuper tout seul et elle a remarqué qu'il avait vraiment grandi. Quand elle l'a laissé seul dans la pièce, il a fermé les yeux et s'est concentré. En la sentant s'éloigner, il a pensé que c'était bien qu'elle soit partie. Il n'avait aucune idée que la situation était si grave, mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour son père. Alors, il est allé à la fenêtre, l'a ouverte, et est parti pour l'aider. Sa mère, regardant sa silhouette s'éloigner, a pensé avec un sourire qu'elle lui avait demandé de se reposer. Parfois, c'était si difficile avec les enfants. Le père de Sora est allé à la guilde Tiger Roar avec les membres de la guilde de unification. Pendant ce temps, son fils était sur le toit d'un bâtiment voisin. Il regardait autour de la ville et pensait que la lumière n'était allumée qu'au centre, ce qui était bon. Cela lui faciliterait la tâche pour retrouver son chemin. Il a regardé son père et tout devant ses yeux a commencé à tourner. Il se demandait pourquoi il se sentait étourdi, et il s'est frotté les yeux en pensant qu'après avoir été renforcé par le fragment de l'abîme, il n'avait même pas eu de rhume. Soudain, une voix l'a appelé Graine d'Abîme, disant qu'elle ne le laisserait pas s'échapper. Il a immédiatement reconnu cette voix. C'était ce type, Fudel. Il commença à le chercher,
et se demanda s'il cachait sa présence. Il ne le sentait pas du tout. Après tout, il s'était faufilé dans le refuge. À ce moment, sa tête tourna encore plus et Fudel dit qu'il ne le laisserait pas s'échapper. Tout est une question de son âme. C'est marqué par lui. Ça apparut à son épaule gauche et il frappa immédiatement de son poing, mais rien ne se passa. Sa main traversa sa tête. Il s'est avéré que c'était une illusion. Fudel répéta qu'il ne le laisserait pas s'échapper, et il pensa « alors c'est ça la marque ». Fudel répétait sans cesse les mêmes mots, puis un faisceau de lumière le frappa, et quelqu'un demanda ce qu'il faisait là la nuit. MC jura. Il cria trop fort, et c'est pourquoi ils l'ont trouvé. Ils lui ordonnèrent de descendre, et il décida de s'échapper. Sautant de toit en toit, il pensa que l'illusion avait disparu. Dès qu'il atterrit, il regarda autour de lui, et la tête de Fudel apparut à nouveau. Il se souvint du moment où l'illusion avait disparu, et se demanda « était-ce à cause de la lumière alors ?» Il décida de vérifier et se mit sous la lumière d'un lampadaire et réalisa quelque chose. S'il reste dans l'obscurité pendant 7 secondes, la marque s'active et il commence à se sentir étourdi. Quand il perd son calme, la ligne change. Il décida d'essayer et Fudel apparut en disant par sa bouche que son âme était marquée par lui. Les passants qui entendirent de telles phrases pensèrent qu'il avait le syndrome de l'élève de 8e et il pensa avec embarras qu'il était le seul à voir ce visage. Il décida de se promener et pensa qu'en sortant à la lumière, un bruit strident commença à résonner dans sa tête. Après un moment, la marque disparaît et il cesse de la voir. Cela ne s'était pas produit d'avant car il était dans une pièce éclairée. Ça doit être ça. L'illusion réapparut et lui, regardant sa tête, pensa qu'il pourrait probablement le trouver et lancer une attaque surprise à tout moment, donc il ne devait pas baisser sa garde. Mais d'abord, il devait retrouver son père. Fudel répétait la même phrase et il n'en pouvait plus et lui dit de se taire, ce qui attira les regards des étrangers. Il marchait dans les rues de la ville et quand une voiture passa, il s'assura juste qu'il n'apparaissait pas dans la lumière. Si c'était comme sa mère l'avait dit, alors l'armée n'avait plus besoin de la guilde de la réunification, ce qui signifiait que son père était en danger. Il ne savait pas combien de personnes fortes étaient dans ce refuge, mais l'armée alliée au Tiger Roar ne resterait jamais les bras croisés. Les bras croisés. Il y avait de fortes chances qu'ils essaient de détruire l'illusion de la réunification. Dans ce cas, il protégerait ses parents, même s'il devait tuer tout le monde. Il resta figé sur place et se demanda s'il pourrait un jour revenir aux anciens jours paisibles. Il remarqua une foule devant lui et se cacha derrière un pilier. Il semblait qu'il avait atteint le bon endroit. Il se demanda comment son père gérerait cette conversation. Il se souvint comment il lui avait appris enfant qu'en cas de conflit, la violence est le dernier recours et pensa « va-t-il aussi tenir jusqu'à la fin maintenant ?» Mais tout s'est avéré complètement différent de ce qu'il attendait. Remarquant quelque chose d'inhabituel, il jeta un coup d'œil hors de sa cachette et plusieurs membres de la guilde s'exclamèrent avec des sourires que tout commençait enfin. Cela faisait longtemps que le chef avait sorti son épée. La dernière fois, il avait laissé une cicatrice de près de 20 mètres sur son adversaire. Des étincelles brillantes apparaissaient autour de Shoya, et ses yeux brillaient en rouge. Il prononça le nom de son adversaire, Tsuchida, avec un sourire, puis sortit son épée et l'agita, l'ordonnant à sortir et à se battre. Avec son épée, il coupa le bâtiment en deux, et des morceaux s'effondrèrent avec un rugissement, après quoi les cris de joie des membres de la guilde se firent entendre, et Sora était sous le choc. Après avoir regardé le résultat de son coup, Shoya rengaina son épée et soupira lourdement pendant que MC appelait un gars et demandait « Le boss était-il toujours comme ça ?» Il répondit avec un sourire et demanda « Il ne savait pas. Le boss est connu pour se précipiter au combat sans réfléchir. » Sora était très surpris et demanda « Il n'a vraiment pas dit que la violence est le dernier recours ?» Il lui dit qu'au début, il l'avait dit, puis il croyait encore que l'armée réglerait tout. Beaucoup de temps a passé depuis. L'armée ne se soucie pas des escarmouches tant que les chasseurs font leur travail et que les civils ne meurent pas de faim. Ils ne s'embêteront pas à interrompre qui que ce soit. C'est pourquoi le moyen le plus rapide de régler un problème, c'est avec ses poings. Si tu ne peux pas gagner un combat, alors ça ne sert à rien d'ouvrir la bouche. Parler ne servira à rien ici. Frappe d'abord, parle ensuite. MC fronça les sourcils en pensant qu'il croyait que les forts évitaient les combats, à en juger par ce moine. A-t-il mal compris quelque chose? Ou est-ce acceptable de faire des ravages s'il a le pouvoir de son père? Ou est-ce pour ça que ce moine s'est couvert les yeux? Pendant ce temps, ce moine, Yukio Shizenji, se tenait sur le toit du bâtiment et observait les hélicoptères militaires tournant au-dessus du corps du monstre. Il activa son pouvoir de regard perçant et examina de plus près le monstre. Il est de niveau 9, mais il semble avoir été déchiqueté sans trace d'armes lourdes ou quoi que ce soit d'autre. La seule chose qui l'effraie, c'est combien de personnes fortes sont ici, donc il doit agir. Après cela, il se couvrit les yeux avec un bandeau et partit. Pendant ce temps, Tsuchida sortit vers Shoya et commença à l'insulter de toutes les manières possibles, demandant s'il pensait que tout était comme quand ce refuge a ouvert. Il lui dit que beaucoup de choses ont changé. Au moins, il y a maintenant des idiots ennuyeux comme lui. Il aurait dû le finir à l'époque.
Tsuchida se retourna et demanda « Pourquoi ne le fait-il pas maintenant ou a-t-il peur ?» Ces mots irritèrent Choya qui dit qu'il ne le laisserait pas s'en tirer. Puis il commença à sortir son épée de son fourreau et à s'en prendre à son ennemi. En voyant cela, il devint très nerveux et dit mentalement à son allié qu'il l'avait suffisamment provoqué. Qu'il sorte enfin, ou est-ce que ce n'est pas assez ? Tremblant de peur, il pointa son doigt vers Choya, l'appelant lâche et disant qu'il ne pouvait même pas dégainer son épée. Il vaudrait mieux pour lui de devenir le carburant de Tiger Roar. Avec ça, il provoqua Choya et il se précipita vers lui, balançant son épée, mais il réagit en levant un bouclier pour se défendre du coup. Pendant ce temps, l'allié de Tiger Roar qui était resté dans l'ombre était content qu'il soit tombé dans le piège, puis il sortit vers eux et ordonna d'arrêter. Il s'est avéré être Osamu Shirai, un assassin de niveau 63. Il regarda Choya avec mécontentement et demanda comment il avait eu le culot de commencer un combat dans le repère. Voyant qu'il était du côté de Tiger Roar, les membres de la guilde de unification étaient très indignés, et Sora pensa « Est-ce le soldat qui les soutient? Est-ce une coïncidence ou non ?» Il sent qu'il y a beaucoup de gens dans ce bâtiment. Il n'est définitivement pas ici par hasard. Le soldat s'approcha et Choya pensa « Est-ce celui qui aide Tiger Roar ?» L'homme dit qu'en vertu de l'article 15 de la loi de sécurité des refuges temporaires, les duels sont interdits. Les contrevenants peuvent être punis d'emprisonnement de 15 jours ou plus selon la gravité de l'infraction. Il sourit et demanda à Choya s'il était prêt à exécuter leur ordre. Maintenant, il comprenait leur plan. Il cacha son épée et pensa qu'il l'avait provoqué avant de décider d'utiliser la loi pour l'arrêter. Il n'est pas inquiet que sa corruption soit découverte. Il ne peut même pas croire qu'ils aient osé le piéger. Une fois en prison, ils ne peuvent pas prolonger sa peine indéfiniment, ni le faire disparaître par accident. Sans lui, la guilde d'unification tombera aux mains de Tiger Roar et des autres. Mais pourquoi l'armée irait-elle si loin pour troubler l'équilibre ? Y a-t-il une lutte de pouvoir parmi eux? Il ne sait pas ce qu'il planifie, mais il ne peut pas avouer un crime. Il sourit et dit qu'il avait tort. Il n'y avait pas de duel. En tant que soutien de la guilde d'unification, il ne peut pas avouer un crime sans preuve. Le soldat pointa alors la coupure sur la maison et dit avec un sourire que cette marque d'épée était une preuve claire. Choya rit et dit qu'il devait plaisanter. C'est vrai, c'était une preuve, mais seulement qu'il essayait de redessiner le bâtiment, pas de commencer un duel. Osamu s'approcha de lui et dit qu'il semblait mal comprendre quelque chose. Ce n'est pas à lui de décider. S'il dit que cela indique un duel, alors c'est le cas. Il a perdu dès qu'il est arrivé ici. Maintenant, il devrait juste abandonner. En remarquant les nombreux soldats armés dans le bâtiment, Choya devint nerveux et ses membres de guilde commencèrent à le soutenir. Et le gars s'exclama que puisqu'ils avaient décidé cela, ils devaient les combattre. Leur chef leur dit d'attendre. Ils sont aussi dans la zone de tir, donc ils ne tireront pas sur eux. Osamu sourit et Choya, en regardant son niveau, pensa qu'il serait difficile d'arrêter rapidement le tueur. Mais s'il prend Tsuchida en otage, il peut passer. Quand Tsuchida remarqua son regard sur lui, il devint très inquiet. Et quand Choya commença à sortir son épée, ils se préparèrent à attaquer. Tsuchida activa le bouclier et pensa qu'il n'était pas le maillon faible. Les capacités défensives de l'agent ne ressemblent pas à celles des autres classes. Il peut analyser plus d'attaques entrantes. À cette distance, il est capable de bloquer. Le bouclier d'épée ne peut résister qu'aux épées. Le niveau de cette confrontation est bien plus élevé et peut gérer une attaque à grande échelle d'un guerrier de niveau 69, même si cela ne lui fait rien. Choya ne peut rien lui faire avec ça. Rempli de confiance, il lui ordonna de se rendre et Osamu demanda s'il préférait y aller de lui-même ou être jeté en prison avec ses camarades, à lui de décider. Choya resta silencieux et son second l'appela avec inquiétude. Essayant de prendre une décision, il grimaça et son énergie commença à scintiller, mais tout devint silencieux. Il ne sortit pas son épée, mais la remit au soldat, ce qui surprit les autres forts, et il dit qu'il avait agi avec sagesse. Ses membres de guilde pensaient que ce coup était pour la forme, mais les autres prirent le parti du chef, et Jiro resta silencieux. Il reçut un signal du chef. Quand il lève son épée, cela signifie de se préparer. Quand il l'abaisse, cela signifie d'attaquer. Il ne s'invente pas qu'il a de tels signes avec le chef. Il rassembla plus de force dans ses mains, et Choya, pendant ce temps, lâcha son épée qui disparut, ce qui surprit beaucoup Tsuchida. Choya profita de sa confusion et se précipita vers lui, ignorant le soldat, et il se ressaisit rapidement en pensant que rien de tout cela n'avait d'importance. Son bouclier a un sort qui bloque les attaques d'épée. En voyant son adversaire dégainer son épée, il sourit en pensant qu'un niveau 69 ne pourrait pas percer son bouclier, encore moins lui, mais il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'aide. Jiro utilisa ses capacités et couvrit la pointe de l'épée de son boss avec de nombreuses pierres, ce qui lui permit de percer facilement sa défense. L'épée se transforma en marteau, le bouclier se brisa immédiatement et Tsuchida réalisa qu'il avait fait une erreur.
À ce moment-là, Shoya jeta son épée et se dirigea vers lui, mais Osamu comprit son plan et se précipita vers lui, pointant son poignard vers son cou en s'exclamant que s'il le touchait, il serait exécuté. Jiru, pendant ce temps, ferma sa main en poing et un mur de ronces se forma devant l'assassin, bloquant tout son chemin. Son poignard s'enfonça dans les ronces et un morceau de pierre vola, tandis que Shoya continuait d'avancer vers son adversaire. Tsuchida recula et ordonna aux soldats de le tuer, et ils ouvrirent le feu sur lui. Jiro continua de soutenir le boss, il agita ses doigts, et un mur de pierre se forma, les protégeant des tirs. Shoya sourit en pensant que s'il pouvait juste l'arrêter, il pourrait se retirer. Il était très proche de Tsuchida, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au moment où il s'apprêtait à l'attraper, son adversaire disparut quelque part, et il regarda autour de lui pour le retrouver. Osamu, tenant un morceau de pierre dans sa main, dit avec un sourire que la prison de pierre créée par son allié l'avait plongé dans les ombres, et il remarqua les résidus de magie lumineuse sur le bouclier de Tsuchida, remplissant ainsi les conditions pour activer la capacité de l'assassin, Transe d'ombre. Il attira Tsuchida vers lui et dit que sans otage, il avait perdu, puis lui ordonna de se rendre. Mais pour une raison quelconque, tout le monde était très surpris en le regardant. Même ses soldats l'appelèrent nerveusement et il demanda ce qui les surprenait tant. MC mit ses mains sur les épaules de Tsuchida et Osamu ne fut pas d'accord, demandant ce qu'il y avait de surprenant là-dedans. Le soldat ne se retourna même pas par peur et pensa « Qui est-il » Est-il le soutien de Shoya? Mais comment a-t-il pu s'approcher du tueur? Il ne sait pas qui il est, mais il est définitivement son ennemi. Celui qui frappe en premier gagnera, il devra en profiter. Il mit sa main sur la bouteille de potion et Tsuchida, le remarquant, devint nerveux et pensa « C'est un poison mortel que Tiger Or a préparé pour tuer un monstre de niveau 90. » Quand a-t-il réussi à voler ça? Osamu se précipita en avant puis se retourna brusquement et lança 2 lames enduites de poison vers Sora, ce qui inquiéta beaucoup son père. Le poison commença à se répandre dans la zone et Tsuchida se couvrit les voies respiratoires de sa main, pensant que cela tuerait tout le monde. Les soldats ne savaient pas quel genre de brouillard c'était, et ce n'est que lorsqu'ils commencèrent à tomber en s'étouffant avec de la mousse qu'ils réalisèrent que c'était du poison. Tsuchida pensa qu'ils n'aimaient pas tout ça, mais au moins, ils avaient tué l'allié de Shoya. Mais tout se passa complètement différemment. Il les attrapa, puis Osamu, et les tira tous les deux vers lui. Ils furent surpris qu'ils puissent encore bouger même sous l'effet du poison qui pouvait détruire un monstre de niveau 90. Ils réalisèrent tous les deux qu'il était juste un monstre et furent très effrayés. Il s'avère que MC a attrapé 2 lames lancées vers lui avec sa bouche. Il cracha les couteaux puis demanda où ils allaient. Ils restèrent tous les deux silencieux et Tsuchida pensa nerveusement qu'en fonction de la spécialisation, les statistiques des joueurs varient, mais c'est toujours l'intelligence, la perception, la force, l'agilité et la constitution. S'il peut résister à ce poison, alors sa constitution est comparable à celle des joueurs de niveau 100. Sora dit aux soldats d'ordonner à ses hommes de déposer leurs armes, ce qui lui lança un regard désagréable avant de saisir son bras et de se retourner pour grimper sur son épaule. Menacant de lui casser le bras, il lui ordonna de se taire et Tsuchida sourit en réalisant que c'était sa chance. Tant qu'il pouvait se libérer de l'emprise, il pourrait aussi sortir. Mais Messi stoppa rapidement leur tentative de sortie et assena un puissant coup de poing qui les envoya tous les deux voler sur le côté. Ils volèrent tous les deux au-delà de son père et percutèrent le mur, soulevant de la poussière. En s'éclaircissant la voie, Shoya se retourna, surpris que son fils puisse leur faire ça. À ce moment-là, le corps de l'assassin commença à émettre de l'électricité statique. Sora le remarqua et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Osamu était déjà derrière lui, pensant que même s'il était fort, il doutait de pouvoir réagir à l'ombre. Il le poignarda dans le dos de toutes ses forces, mais il ne réussit pas à percer sa peau et réalisa que son corps était comme de l'acier. Peu importe la force qu'il appliquait, il ne pouvait pas enfoncer le poignard plus loin et devint très nerveux. En essayant de le retirer, il n'y parvint pas et MC profita de sa confusion pour frapper. Avant que son poing ne touche son visage, Osamu inclina son corps en arrière et augmenta immédiatement la distance entre eux. Mais malgré son esquive, il se fit quand même frapper et pensa « Que se passe-t-il? L'a-t-il blessé juste en balançant son bras ?» Il doit se retirer. Une seconde plus tard, Sora apparut devant lui. Il lui saisit le visage et lui fracassa la tête contre une pierre. Il n'eut que le temps de penser à sa rapidité avant de perdre connaissance. Après s'en être occupé, MC se leva sous les regards surpris de tous autour de lui, puis saisit le tueur et l'entraîna avec lui. Les soldats décidèrent de ne pas tenter le sort et de ne rien faire, et Sora dit à son père qu'il s'occuperait du reste. Pour l'instant, ils devaient rentrer chez eux. Il acquiesça avec un sourire nerveux, puis ils retournèrent à la résidence. Shoya entra dans la pièce où sa famille et son subordonné l'attendaient, et Yaya demanda s'il avait tout compris.
Il le confirma et son adjoint demanda s'il avait réussi à découvrir quoi que ce soit. Il s'assit à côté de lui et lui dit qu'ils étaient restés silencieux, mais que cela n'avait pas d'importance. Au moins, ils avaient découvert l'emplacement de Tiger Roar. Qu'il soit prêt si quelque chose se produisait. Il décida de mettre ses plans pour Tiger Roar de côté pour l'instant et demanda à son fils ce qui lui était arrivé ces 5 dernières années. Il lui expliqua que après les avoir surpris en conflit, il avait réalisé ce qu'il avait fait. Il y a 5 ans, il avait été transporté dans une réalité étrange et avait passé tout ce temps à tuer des monstres. Cela devait être l'une des tours. Il était enfermé à l'intérieur. Il leur raconta tout ce qui lui était arrivé dans la tour et comment l'invocateur l'avait renvoyé ici. Son père dit pensivement qu'il ne connaissait que 16 tours, mais aucune d'elles n'était comme celle qu'il décrivait. Cela signifiait qu'il ne la connaissait pas encore. Et Jirou dit que si cette tour était près du refuge numéro 6, alors la débarrasser était la priorité absolue. Après cela, Shoya regarda son fils avec un sourire, heureux qu'il ait survécu. Et son adjoint rit en disant qu'il était revenu 100 fois plus fort que n'importe lequel d'entre eux. Ye toucha la main de son fils et dit que tout cela appartenait au passé. Il était maintenant chez lui, et son mari ajouta qu'il ne permettrait plus à leur famille d'être séparés. Lorsque la main de sa mère le toucha, MC réalisa que leurs mains étaient tout aussi marquées, et se souvenant de leur ancienne vie, décida de ne plus jamais les quitter. Soudain, les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent complètement, plongeant toute la résidence dans l'obscurité, et Sora se sentit étourdi. Drew supposa que les lumières étaient éteintes à cause de l'orage et de la pluie, et son patron dit qu'il n'avait pas entendu parler d'une telle prévision. Pendant ce temps, MC devint très nerveux car il savait ce qui allait se passer. Une illusion apparut à ses côtés et dit qu'elle ne le laisserait définitivement pas partir cette fois. MC s'inquiétait que ce soit encore lui, mais ses mots étaient différents de la dernière fois. De plus, ni son père ni sa mère ne pouvaient le voir, bien qu'ils soient éveillés. Soudain, Fudel se déplaça derrière lui. Le protagoniste fut surpris de penser qu'il avait disparu. Le sort s'était-il vraiment brisé? Non. Il avait simplement quitté son corps. Il sourit en constatant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Le protagoniste se disait qu'il se considérait comme une personne à part. Il ne semblait pas pouvoir s'incarner physiquement, donc c'était une illusion à laquelle il ferait face plus tard. Fidel s'est penché et a demandé en souriant s'il faisait semblant de ne pas l'entendre. Les gens ordinaires aiment l'auto-tromperie. Il lui a demandé « Alors, comment ça va? Est-ce qu'il le considère toujours comme une illusion ?» MC était effrayé à l'idée de ne rien voir. Est-ce que c'était vraiment réel? Tout à coup, son père demanda avec inquiétude ce qui était arrivé à ses yeux. La mère a essayé d'utiliser la purification sur lui, mais une fenêtre système est apparue, indiquant que la cible n'était pas sous l'influence de la malédiction. Le protagoniste pensa avec inquiétude que c'était une véritable incarnation physique. Tout le monde ici est en danger. Il a fait un bond brusque et a commencé à attaquer le dieu des ténèbres, qui à son tour a demandé avec moquerie ce qu'il craignait. Il ne voit personne ici. Le protagoniste, le saisissant, lui a demandé pourquoi il le poursuivait. Futul a répondu qu'il avait mal compris. En y réfléchissant, il ne s'était même pas présenté. Il vient de la noble race divine Assa. Il l'appelle le dieu des ténèbres. Et il a absorbé le cristal noir, le pouvoir divin de la race Assa laissé dans l'abîme. En d'autres termes, son pouvoir des ténèbres. Ces mêmes sbires se rassemblent déjà à proximité. S'il ne veut pas mourir, qu'il retourne avec lui à la tour. Son père, prenant l'épée, s'est exclamé avec un visage sérieux qu'il ne savait pas ce qui se passait, mais que ce type était dangereux. Il devait le tuer. La femme l'a arrêté et a dit qu'il devait d'abord observer. Le protagoniste a noté que cela signifiait que les dieux avaient du mal ces jours-ci, que pouvaient faire quelques ESR contre lui de toute façon. Fudel s'est exclamé furieusement. Qu'il ne se vante pas juste parce qu'il l'a battu une fois par pure chance. Les autres ESR ne sont pas comparables à son niveau actuel de force. MC pensait qu'il ne devait pas le croire, mais il y avait encore une chance qu'il ait raison. Que devrait-il faire maintenant? Tout à coup, le moine Yukio est entré dans la pièce et a utilisé son pouvoir sur le dieu des ténèbres. La vision du héros revint et il se demanda s'il pouvait voir à nouveau. Son père, en le voyant, s'exclama joyeusement. Il se demanda si c'était le moine de l'entrée du refuge. Le protagoniste appela son père et demanda s'ils se connaissaient. Il répondit avec un sourire qu'ils n'étaient pas que des connaissances. Ils avaient fondé une guilde ensemble. Fudel, sous l'influence de la magie du moine, cria mécontent, qu'il le laisse partir. MC lui désigna et demanda s'il pouvait le voir. Yukio commença à retirer le bandeau de ses yeux et répondit qu'il avait quelque chose à lui dire. C'était urgent. Le père demanda ce qui se passait ici.
Il dit qu'il expliquerait dès qu'il aurait parlé à son fils. Après un moment, ils se retirèrent et le protagoniste demanda quelle était l'urgence. Le moine répondit qu'il n'était pas un Aésar, mais que ses yeux pouvaient voir le pouvoir divin. C'était parce qu'il avait appris l'art interdit pour sceller le dieu lui-même. Bien que son pouvoir divin soit de même nature, sa puissance dépassait de loin celle de n'importe quelle divinité. Il ne savait pas comment ce pouvoir lui était venu, mais il n'avait pas le temps de le comprendre maintenant. Des entités incroyablement puissantes affluaient déjà vers cette ville et elles étaient probablement attirées par son pouvoir. Il ne savait pas ce qui s'était passé entre lui et le dieu, mais les paroles de ce gars étaient vraies. Cependant, il ne pouvait pas retourner dans l'abîme. Les habitants de la tour seraient plus terribles que les ESR. Ils étaient désireux de le tromper pour lui reprendre son pouvoir divin. La meilleure option serait de quitter cet endroit et de rejoindre l'armée. MC demanda avec surprise de quoi il parlait, ces gens qui voulaient tout faire sauter. Yukio rit et répondit que l'armée était dans leur répertoire, mais même parmi eux, il y avait des gens dignes de confiance. Les SRs n'oseraient pas l'attaquer s'il rejoignait officiellement l'armée. Il se demanda si son départ pouvait garantir la sécurité de sa famille. Le monarque acquiesça et expliqua que les SRs étaient liés par une règle tacite de ne pas interférer dans la vie des citoyens ordinaires sans raison. C'était seulement à cause de leur tradition que l'alliance avait duré si longtemps. De plus, en sa présence, il ne risquerait pas d'agir de manière imprudente. Après tout, les Rakans n'étaient pas inférieurs en force aux SRs. À ce moment-là, dans la guilde du rugissement du tigre, Hiro Ryusei, un SR Ares de niveau 1.05, demanda mécontent de quel genre de mission stupide il s'agissait. Non seulement il n'y avait pas de système, mais ils avaient aussi perdu 4 SR à cause de lui. Shiraya Yukinojo, un SR Terre de niveau 1.06, nota que selon le rapport, le fils de Sakuya avait disparu depuis plusieurs années. Il y a de fortes chances qu'il ait été tiré vers le bas par la tour. Hiro seul suffirait à s'occuper de ce gamin. Le gars s'exclama furieusement. Qu'a-t-il dit? Rimdoju, SRE Athéna de niveau 1.06, lui mit la main sur l'épaule avec un visage mécontent. Rich nota que cette fois, il participerait lui-même à l'opération. Kaiji Iwagaya, Hermès Ezra, niveau 101, demanda et s'étonna lui-même. Il expliqua que c'était un ordre directement de Zeus. Ce Sora ennuyeux devait être éliminé à tout prix. La tour 16, près du refuge numéro 6, est sur le point de s'activer. Ils savent bien l'importance de le contrôler. La guilde d'unification obstinée a refusé l'offre de Tiger's Roar et prévoit d'enquêter sur la tour de manière indépendante. Leur cible n'est pas seulement Sora, mais aussi ses parents, les fondateurs de la guilde. Ils se débarrasseront de tout le monde d'un coup. À ce moment-là, dans la guilde d'unification, le moine a dit que c'était tout, qu'ils viennent au centre de commandement pour y rencontrer Mitonozaki. Il la connaît bien, donc il est sûr qu'elle le protégera. Il lui demandera aussi de vérifier la formation de la malédiction. S'il y a un combat, même Tiger's Roar ne pourra rien faire tant que ça fonctionne. La mère a appelé le protagoniste et a dit avec un sourire de ne pas s'inquiéter. La guilde est ici pour une raison. Il a répondu calmement qu'il avait compris. Après 15 minutes, le moine était assis dans la rue. Soudain, il a ressenti une force et a pensé qu'ils étaient là. En un instant, tous les Ezra et leurs chefs de la guilde Tiger Roar ont pénétré le territoire et lancé leur magie paralysante. Yukio a utilisé le rideau de cloche dorée et a créé une barrière qui renvoie leur magie. Il s'est inquiété en pensant que 4 SR étaient intervenus d'un coup, ainsi que Rich lui-même. Le chef a appelé Sharaya qui a immédiatement enchaîné tout le monde de la guilde d'unification. Le moine a pensé que la situation était mauvaise. Tous les membres de la guilde et même l'équipe de couverture avaient été capturés par cet esprit maléfique. Ils étaient piégés, sans moyen de s'échapper. Shoya a utilisé l'œil de scan et a trouvé que Rich, Hiro, Rim, Shiraya, Kaiji, Ye lui-même, Moshihiro et Yukio étaient dans la zone. Après le scan, il a remarqué que la différence de niveau était énorme. Le moine s'est demandé quel genre d'affaires pouvait les amener là au milieu de la nuit. Sharaya a rapporté que l'esprit maléfique avait dit qu'il n'était pas ici. Rich s'est approché de lui et a demandé où il était. Yukio a répondu qu'il n'avait aucune idée de qui c'était. Hiro s'est exclamé furieusement. De quoi parlait-il? Il a souri et noté qu'il manquait de manière. Le membre de la guilde a dit furieusement que s'il voulait mourir, qu'il le dise. À ce moment-là, Ie, qui était dans le bâtiment, a utilisé l'activation de la barrière. En un instant, tous les ESR ont été frappés par une malédiction affaiblissante. Hiro a furieusement balancé son poing et a dit que cela l'énervait. Même s'il était maudit par un déchet de niveau 68, il pouvait encore détruire leur guilde à lui seul. Yukio a calmement saisi son poing avec un sourire et a répondu qu'il sous-estimait trop la guilde d'unification. Une fenêtre système est apparue, notifiant que l'ESR Ares avait été affaibli de niveau 105 à 71. Hiro a demandé avec étonnement que son niveau avait chuté de 30 niveaux. Il a demandé avec un sourire que peut-il faire sans son haut niveau. Le moine a porté un coup puissant qui a fait voler l'ennemi. Sous le sort,
tous les membres de la guilde Tiger's Roar étaient affaiblis. Shoya a souligné avec un visage sérieux que tous ceux dans la portée de la malédiction perdraient la moitié du niveau de leur lanceur. En d'autres termes, leur niveau chuterait de 34 niveaux. Pense-t-il vraiment pouvoir se battre dans un tel état? Rick a ri et a répondu que c'était encore plus intéressant. Il a appelé Rim et la fille à utiliser son pouvoir pour les téléporter à l'Arena Athéna. Le maître de la guilde Tiger Roar se moqua en disant que Sora viendrait à lui. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un combat à égalité. Cela l'excitait même. Qu'il ne le laisse pas s'ennuyer jusqu'à ce que le protagoniste tombe dans son piège. À ce moment-là, les membres de la guilde d'unification ont envahi le territoire. Que lui a-t-il fait au boss? La sorcière, armée d'une lance, a dit qu'ils allaient simplement éliminer l'interférence. Il atterrit près des gens et en me voyant, pensa que c'était la fille. MC leva les mains et dit qu'il était de la guilde d'unification. Elle ordonna aux militaires de baisser leurs armes et demanda « Est-il Sora ?» Elle avait juste besoin de lui poser une question. Que leur pouvoir miraculeux la guide. Après cela, un énorme ange apparut dans le ciel. La fille expliqua que chaque côté devait choisir 5 représentants. La première équipe à obtenir 3 victoires recevra la bénédiction de l'Olympe. Hiro ajouta avec un sourire malicieux que les perdants seraient incinérés par la lumière divine. Ils sont 8 ici. Rim répondit que pour l'instant, c'est tout. La star du spectacle est encore en route. Alors, qui sera le premier à défier Amor? Le père du protagoniste reçut une notification disant que le héros ESR le défiait. Shoyo mit sa main sur son épaule et répondit que ce n'était pas sa faute. De plus, ils étaient tous dans le même bateau maintenant. Jiro s'approcha d'eux et nota qu'il avait raison. Elle n'est actuellement pas apte au combat, donc s'ils peuvent au moins gérer ça, la victoire est à eux. Après être devenu un ES, il a vaincu à lui seul toute une guilde de 3 ES en profitant des compétences supérieures d'Ares, mais qu'il n'ait pas peur. Qu'il le laisse combattre en premier. Le moine entra dans l'arène et dit qu'il acceptait le défi. Hiro se précipita avec une vitesse fulgurante et cria qu'il en avait assez de ses bavardages. Yukio commença à parer les attaques et à esquiver habilement. Shoya, regardant leur combat, nota avec joie qu'ils s'en sortaient bien. Hiro recommença à presser et, après avoir porté un coup, recula. Apparemment, ce n'est pas facile pour lui. Rum a répondu que ce gars n'est pas faible. Shoya a demandé inquiet s'il allait bien. Hira, avec un sourire, a demandé ce qu'il pensait des crocs de Cadmus. Avec une main blessée, il s'est demandé « Est-ce le serpent Arès ?» Il n'aurait jamais pensé qu'il habiterait le corps de l'Ezra Arès. Hiro, avec un sourire malicieux, est reparti à l'attaque en criant qu'il n'avait que commencé. Cadmus n'avait pas encore mangé. Le moine a recommencé à esquiver, mais c'était déjà difficile. Quand le serpent Arès l'a mordu, il a craint que cela ne devienne plus rapide. Yukio a utilisé le skill rideau de cloche dorée, a repoussé l'ennemi et a pensé qu'il avait ralenti. Les crocs venimeux ont absorbé la force et la régénération du sang bu par Cadmos. Hiro a noté avec moquerie qu'il était fort pour un moine, mais il pensait que c'était sa limite. Est-ce que leur guerrier va s'en sortir? Hiro s'est jeté sur lui à nouveau, en frappant, en criant. Comment va-t-il gérer le poison Cadmos qui se propage dans son corps? Ils verront combien de temps il tiendra. À ce moment-là, le moine a commencé à prier en disant que par le vide de toutes les réalités de Dharma. Le gars, entendant cela, a exclamé avec moquerie qu'il priait. Pense-t-il vraiment que Dieu va l'aider? Rim, regardant cela, a demandé si c'était son imagination ou s'il était enveloppé par une puissance divine. Sharaya a remarqué que c'était étrange. Il n'était même pas un Esser. D'où venait donc sa puissance divine? Shoya, voyant cela, a dit avec joie que c'était impensable. C'était un coup risqué, mais il fallait trouver une bonne solution. Il pensait que ce match valait encore la peine d'être combattu. Yukio a croisé les bras et a dit que tout est un en essence forgé dans la réalité du Vajra. En un instant, le mantra du Bodhisattva Vajra de 100 versets est apparu à ses côtés. Hiro a dit avec un sourire qu'il crachait sur son dieu. Pense-t-il vraiment que ce tour pathétique allait l'arrêter? Le moine, recouvrant son armure de puissance divine, s'est envolé. Le gars a souri et a crié qu'il était idiot. Essaye-t-il vraiment d'égaliser leurs chances avec une armure de puissance divine? Il aimait sa détermination. Était-ce son plan de victoire? Il pensait qu'il y avait parmi les gens qu'il avait tués des idiotes comme lui. Il pensait pouvoir bloquer les crocs de Cadmos en se couvrant d'un bouclier de puissance divine. Mais il ne savait pas que la puissance divine était une ressource encore plus riche que le sang frais. Qu'il tombe dans l'abîme du désespoir et meure.
Hiro a balancé son bras pour donner un coup puissant quand Yukio l'a soudainement devancé et l'a frappé au visage. Le moine continua son combo et assena un coup de pied puissant à son ventre. Hiro, crachant du sang, pensa que non seulement sa vitesse, mais aussi sa force. Il s'était amélioré sur tous les fronts, cependant, il est le parfait appât pour Cadmos. Il saisit la main de l'adversaire avec l'aide d'un serpent et sourit en disant de cesser de frapper et de laisser Cadmos le dévorer. Son pouvoir divin lui appartiendra. Soudain, Hiro déborda d'énergie divine et se demanda avec peur « Que se passe-t-il » Il ne contrôle pas le pouvoir divin, Yukio demanda en souriant. N'est-il pas trop tôt pour qu'il se réjouisse? Le pouvoir de Rakan est un lourd fardeau pour le corps. Il repoussa l'adversaire et commença à asséner de nombreux coups au visage. Hiro s'écria avec excitation. Veut-il vraiment dire que Cadmos ne peut pas gérer son pouvoir divin? Cela ne peut pas être. Le moine demanda en souriant pourquoi il supposait que c'était du pouvoir divin. Il porta un coup de contrôle puissant et l'écrasa au sol, notant alors qu'il comprenait pourquoi il voulait tant se réentraîner en tant que Rakan à l'époque. Hiro se leva et demanda s'il n'avait plus de pouvoir divin, même pour maintenir la forme d'un serpent. Alors c'était tout ou rien. Il libéra un grand nombre d'épines, relâcha un poison incroyablement puissant et cria qu'il offrait à Arès le sang d'un serpent venimeux, qu'il lui accorde sa lance pour qu'il puisse se battre jusqu'à ce que son corps se décompose. Rime, voyant cela, nota qu'un SSR ne pouvait même pas utiliser cela, n'avait pas offert de sacrifice approprié, et que c'était temporaire. Cela porte le pouvoir d'un dieu et s'adapte au style de combat du porteur ESA. Sharia répondit avec un sourire que c'est la différence insurmontable entre un joueur ordinaire et un ESR. C'est fini pour un moine. La fille pensa que seul Hiro avait offert le sang empoisonné d'un serpent en sacrifice, que lui-même Arès lui avait donné. Si les dieux découvrent cette petite tromperie, ils seront certainement furieux. Cependant, Arès est miséricordieux. Il lui pardonnera pour la victoire. Cependant, s'il devait perdre, elle ne pouvait même pas imaginer quel sort l'attendrait. Non, un Isar qui a maîtrisé une arme divine ne pourrait pas perdre contre un simple joueur. À ce moment-là, Hiro frappa sa lance et passa à l'attaque. Yukio se demanda avec inquiétude s'il allait encore se rapprocher. Où est passée la lance? Il ne pouvait pas l'atteindre à cette distance, n'est-ce pas? Il essaya de reculer, mais l'ennemi lâcha la lance et le blessa légèrement, puis utilisa une explosion et une puissante détonation magique se fit entendre au point d'impact. Le moine pensa qu'il avait eu de la chance d'éviter le coup grâce à un mantra bien chronométré. Il espérait que cette lance n'était pas venimeuse comme son serpent. Une fenêtre système apparut, l'informant qu'en raison de l'effet destructeur de la robe de la lance d'Arès, il avait perdu 50% de ses propriétés défensives. Il pensa avec inquiétude qu'elle avait à moitié détruit son armure. Hiro commença à attaquer à nouveau et à libérer un grand nombre de pics. Yukio, essayant d'esquiver, pensa avec peur qu'il pouvait émettre une lance non seulement avec son poing, mais aussi avec d'autres parties de son corps. Il commença à frapper de nombreuses fois avec un sourire malicieux et cria qu'ils allaient voir comment il allait esquiver maintenant. Un grand nombre de lames de lance apparurent cherchant à frapper le moine. Il pensait qu'il ne pouvait pas lire ses mouvements. Chaque coup raté le détruisait un peu plus. Était-il si fort même après avoir subi des dégâts karmiques? S'il ne l'avait pas affaibli, il serait déjà mort. Il devait garder ses distances. Yukio, chargé de pouvoir divin, tenta de frapper pour forcer l'ennemi à reculer. Il tendit la main et dit que les trois réalités seraient purifiées. Les conflits et les péchés disparaîtraient. Jiro, se coupant la paume, cria avec un sourire fou qu'il était déjà à la limite. N'est-ce pas qu'il ne pense pas que la distance le sauvera? Il relâcha du poison sur le sol et l'orienta vers l'ennemi. Le moine, utilisant son pouvoir, dit que le sutra silencieux est Onran. En un instant, un cercle divin avec un sceau apparut au-dessus de Hiro et une fenêtre système annonça que c'était l'incarnation de la sainteté qui purifie et chasse les esprits malins. L'efficacité du sang de serpent venimeux diminue. Il cria avec un sourire nerveux. Veut-il vraiment limiter ses mouvements et le vent à cause de la distance? Comme il est naïf. Le gars relâcha une énorme masse rouge dans sa direction. Shoya cria avec excitation de faire attention. La masse atteignit le moine et des pics commencèrent à apparaître à toute vitesse, perçant son chapeau. Il pensa avec excitation qu'il était presque attrapé. Soudain, Athéna remarqua que l'interférence était inacceptable. En punition, elle mit l'homme en feu et s'éloigna. Ye, voyant cela, commença à le soigner avec enthousiasme. Shoya, allongé au sol, pensa que le feu avait disparu. Mais une fenêtre système apparut, notifiant que le feu de punition divine réduisait sa force vitale de 15%. Hiro remarqua qu'il serait mort si ce gars n'était pas intervenu. Oh, eh bien, il allait quand même le payer. Le moine, avec un visage sérieux, pensa que le combat rapproché était déjà trop risqué. Et il avait aussi des harpons de sang à longue portée dans son arsenal. En tenant compte de sa force restante, il tiendrait encore 3 minutes maximum, mais il devait se battre. Il n'y avait pas le choix. Hiro pointa menaçant qu'il devait arrêter de perdre du temps. La victoire était à lui.
Yukio commença à utiliser son pouvoir et prononça que tous les dharmas devenaient un. Il pensait que les arhats étaient divisés par rang, l'œil céleste, l'œil sage, l'œil du dharma et l'œil du Bouddha. S'il, le sage, ne peut pas gagner alors que l'œil du dharma s'ouvre. L'œil du dharma accélère considérablement la perception, mais cela ne dure pas très longtemps. Il doit rapidement trouver un moyen de percer. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir divin dans cette lance. De plus, ce harpon ensanglanté plutôt. Attends, il a compris. Hiro tenta de frapper avec une lance avec un sourire malicieux, mais le moine la saisit et nota avec joie que c'était l'essence de ces lances ensanglantées. C'est assez simplement inattendu. Il fit un mouvement brusque de la main et la brisa en petits morceaux. L'homme s'exclama, choqué, que cela ne pouvait pas être. Shiraya, voyant cela, cria de terreur. Comment pouvait-il bloquer les fils de sang si fins? Rim, choqué, suggéra qu'il semblait que ses yeux pouvaient voir à travers la technique. Shoya cria joyeusement qu'il avait vraiment trouvé un moyen de résister à Lesser Aris. Yukio, ayant absorbé son pouvoir après le coup, remarqua que cette quantité d'énergie négative accumulée dans son corps engendrait des pensées impies. Il va purifier chaque saleté. Il prit une posture de combat et commença à utiliser son pouvoir. Hiro s'exclama avec mécontentement qu'il avait compris l'attaque. Et alors, le sang touché par son pouvoir divin peut être contrôlé sans entrave. Rim remarqua que le pouvoir divin dans le sang n'est pas uniforme. Étant donné que le sang est si fin, il peut percer la défense de l'ennemi. Il se sort de cette situation. L'homme, après avoir attaqué, avec un sourire malicieux, cria qu'il n'avait nulle part où fuir, qu'il meurt tout de suite. Le moine utilisa l'œil du dharma et, l'ayant lié, évita l'attaque, puis dit que toutes les entités vivant dans l'obscurité de l'ignorance liée par les passions tomberont dans les 3 voies du mal, ne gagnant que des souffrances sans fin. Rim cria avec excitation, qu'il se méfie de ses yeux. Toutes ces attaques sont vaines. Il voit les mouvements du pouvoir divin. Hiro cria nerveusement « Qu'est-ce que c'est ?» Shoya, entendant cela, appela avec mécontentement l'ange et nota que cette femme interférait dans le cours du combat. Elle pointa nerveusement son doigt et s'exclama qu'elle lui faisait un avertissement. Jiru, mécontent, s'exclama qu'elle donnait immédiatement une punition à leur patron et seulement un avertissement à elle. Il le calma et dit qu'il devait juste attendre sa victoire. À ce moment-là, Hiro dit furieusement qu'il n'avait pas besoin de son aide. Soudain, il remarqua un énorme esprit se tenant derrière le moine. L'homme cria furieusement qu'il était un maudit moine. Yukio dit avec un visage sérieux que le mot avait été prononcé, qu'il apparaisse devant eux, surmontant les obstacles et trompant le monde pendant que les souffrants murmurent son nom. Il pensa que c'était le sutra que les moines étudient en premier, mais cela ne signifie pas qu'il est faible. Au contraire, la puissance de Futomayo et tous ses pouvoirs offensifs et défensifs sont doublés. Cependant, cela prend 30 secondes, et pendant cette période, il ne faut pas perdre sa concentration une seconde. Réciter un sutra juste devant un ennemi est une humiliation incroyable. Hiro, se perçant, commença à libérer du sang pour essayer d'attaquer l'ennemi. Rim, regardant cela, pensa avec inquiétude que cet imbécile aurait dû interrompre le sutra après le saut. Il commença à crier furieusement qu'il meurt. Le moine, esquivant des volées de sang, pensa qu'il conjurait le pouvoir de réprimer le sang du serpent, et tenter de surmonter ce bloc nécessite une énorme quantité de pouvoir divin. Une attaque soudaine est inutile devant l'œil du dharma, elle ne peut même pas être égratignée par cela, il ne lui reste que 16 secondes. Hiro continua à cracher du sang avec une fureur incroyable et se demanda pourquoi ses yeux saignaient. Il devrait déjà être à sa limite, ne les laisse pas le faire rire. Cela ne peut même pas briser sa concentration. Après 16 secondes, Yukio dit que le pouvoir de cette prière est comme la vertu d'un petit enfant, comme de la glace enflammée arrosée d'huile et comme de l'eau coulant à travers le cœur d'un arbre. Tout s'écoule ensemble dans sa tête comme Bhagavan. Au moment de ces mots, l'esprit du sutra frappa puissamment, faisant tomber Hiro. Le moine se demanda s'il l'avait achevé avant que l'œil du dharma n'atteigne sa limite. Athéna déclara que la première bataille s'était terminée par la victoire de la guilde d'unification. Yukio avait gagné. Après un moment, Rim soigna le garçon et fit remarquer qu'il devait essayer plus fort. Soudain, les anges d'Arès apparurent, disant qu'ils en avaient assez de l'hypocrisie du Colisée d'Athéna et qu'il avait perdu dans un tel endroit. Hiro essaya d'excuser avec enthousiasme, mais l'un d'eux lui cria furieusement de se taire. Son père lui passait un message. Il dit qu'il était très déçu de lui. Il était honoré de le recevoir de sa main. L'autre tenant une épée remarqua que l'épée de Damoclès voulait aussi une part. Ils commencèrent à frapper dans son dos. Shoya, voyant cela, fut surpris de demander. C'est ainsi qu'ils traitent leurs propres désirs. Les anges, au sourire malveillant, l'ayant battu, lui dirent de considérer cela comme la dernière miséricorde de son père. Quand ils disparurent, Hiro cria furieusement qu'il tuerait le moine la prochaine fois. Shariya, avec un visage sérieux, avança et répondit qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Il créa une faux et ajouta qu'il brûlerait maintenant vif dans les flammes dévorantes d'Hadès. Shoya, avec un visage sérieux, dit qu'il s'en chargerait.
Ye, tenant l'objet dans ses mains, dit qu'il le prenne. Il allait contre le faucheur lui-même et pouvait appeler les esprits, mais cela aiderait. Il le prit et dit qu'il trouverait un usage pour cela. Une fenêtre système apparut indiquant qu'un objet avait été reçu de Ye. Il fut placé dans l'inventaire. Le moine et Jiru lui souhaitèrent de bonnes chances. Shoya, s'élançant, pensa qu'en tant que samouraï, il pouvait projeter l'aura de la lame pour repousser l'ennemi à distance, mais cela prend du temps pour créer une charge. Pourtant, dans les combats en 1 contre 1, le combat rapproché est la meilleure solution. D'abord, il réduira la distance avec un pas rapide, puis il assénera une série de coups rapides pour qu'il n'ait pas le temps de reprendre ses esprits. Et ensuite, il trouvera une vulnérabilité et l'éliminera avec un coup final. La tactique est assez simple mais efficace. Mais au cas où cela ne fonctionnerait pas, soudain Athéna annonça qu'ils prennent leur position. Maintenant que la bataille commence. En un instant, Sharia envoya un grand nombre d'esprits vers son adversaire et cria qu'il meure. Shoya pensa avec un visage sérieux qu'il glisserait entre ses esprits avec un pas rapide et analyserait les mouvements. Il coupa les esprits en un instant et s'approcha du dos de l'adversaire. Shuraya demanda moqueusement « Est-ce tout ce qu'un samouraï peut faire? Est-ce la même vieille tactique ?» Il coupa le corps, mais vit soudain que ce n'était qu'un clone. Soudain, une foule d'esprits sombres lui fonça dessus. Shuya les coupa tous et tenta d'attaquer à nouveau, mais cette fois, il n'avait aussi vaincu qu'un clone. Le faucheur cria moqueusement que c'était inutile. Ces attaques ne nuiraient pas à quelqu'un qui n'a même pas de forme physique. Le samouraï se retourna et pensa « Qu'est-ce qu'il fait là-bas ?» Il fit une course rapide et attaqua, mais ne coupa qu'un autre clone. Shuraya cria moqueusement que ses efforts étaient vains, qu'il admette simplement sa défaite. Il a un nombre illimité de esprits vengeurs. Il ne peut pas tous les couper. Un samouraï qui ne voit même pas son ennemi est inutile. Shoya a reculé et a essayé de charger son épée d'aura, mais soudain, de nombreux clones ennemis se sont approchés. Il s'est exclamé qu'il ne le laisserait pas faire. Il a frappé à nouveau et détruit un autre groupe de clones. Hiro a répondu mécontent qu'il avait juste eu de la chance. Elle a dit que s'il ne le savait pas, il était très difficile pour un samouraï de diriger une guilde. La fille a regardé Ye et a pensé que pour un rang moyen, elle était un peu trop détendue. Apparemment, ils avaient encore une carte dans leur manche. À ce moment-là, le samouraï a pris une posture de combat. Shiraya, en voyant encore plus d'esprit dans sa direction, a demandé quel était ce nouveau mouvement. Rim a crié avec enthousiasme de faire attention. En un instant, Shoya a fait un saut octuple et ayant purifié tous les esprits sur son chemin, est apparu derrière l'ennemi. Et près du 6e abri, ils ont trouvé une mine d'où sortaient des monstres. Cet endroit est devenu la première base de recherche. Au début, les monstres étaient de petit calibre, donc tout se passait bien. Mais quand les chercheurs sont allés plus profondément dans la mine, tout a changé. Les types de monstres, leur nombre et même leur rang. À l'intérieur de la grotte, il y avait tout un écosystème de monstres comme un nid caché. Dans les parties les plus profondes de la grotte, une araignée de rang 80 s'est installée. À ce moment-là, l'humanité n'avait aucune chance. Et puis Shoya a distrait le monstre pour que les autres puissent s'échapper. Et personne ne sait ce qui s'est passé ensuite, mais 3 jours plus tard, un cri de désespoir d'un monstre vaincu a résonné dans la grotte. Et comme en réponse, la grotte a commencé à s'effondrer. L'homme lui-même a sauté hors de la grotte au dernier moment, en se propulsant sur les pierres tombantes, et la compétence qu'il a utilisée pour cela s'appelait saut octuple. C'est une technique terrifiante qui permet de faire 8 sauts consécutifs, chacun plusieurs fois plus rapide que le précédent. Pendant le combat, Shoya, ayant encore coupé un clone, a pensé qu'il avait déjà utilisé 3 sauts pour éviter les esprits vengeurs. Ce serait le 4e saut. Il s'est précipité vers l'ennemi à une vitesse fulgurante et a frappé. Shiraya était effrayé, se demandant ce qui se passait. Il sautait de plus en plus vite. Il a créé un autre clone et a pu éviter l'attaque. Le samouraï a fait un 5e saut et a frappé à nouveau. Le faucheur a encore à peine esquivé et évité les dégâts. Plus tard, il a fait 6 et 7 sauts instantanés et, ayant tué les clones, a pensé qu'avec la puissance héritée de ce héros, il avait éliminé les esprits environnants. Profitant de l'avantage et de la vitesse, il allait l'abattre avant que de nouveaux esprits aient le temps de se former. Shoya a fait le 8e saut éclair et, ayant réduit la distance au maximum, a pensé que s'il le dépassait, il n'aurait tout simplement pas le temps de les recréer. Histoire et mythe sont indissociables, et les dieux des mythes s'opposent aux héros de l'histoire. Devenir l'élu des dieux ou l'héritier d'un héros sont des choses fondamentalement différentes. Si devenir l'élu d'un dieu nécessite de combattre, l'héritage d'un héros ressemble plus à un destin. Quel chanceux! Sharia a crié avec un sourire. Pensait-il vraiment pouvoir le battre en combat rapproché ?
L'arme d'un mortel ne pouvait rivaliser avec la faux d'un faucheur. Shoya, continuant à presser son adversaire, pensait que la faux était une arme terrifiante, mais en termes de portée, elle avait clairement l'avantage. Cela dit, étant un artefact divin, il serait difficile pour un humain de l'utiliser. S'il l'utilisait comme une arme normale, en balançant large pour frapper à distance, cela créerait une vulnérabilité. Au moment où son adversaire tenta de frapper, le samouraï visa son épée et sourit, disant qu'il avait l'impression que les dieux ne lui avaient pas appris à manier une arme correctement. Il enfonça son épée en lui et dit avec un sourire qu'il avait prévu d'utiliser cette compétence pour esquiver si nécessaire, mais le 8e saut était utile ici. Jiru, voyant cela, cria joyeusement que c'était fini. Yae répondit sérieusement que ce n'était pas encore le cas. Soudain, Shiraya sourit à nouveau et dit que son expression joyeuse le rendait vraiment fou. Shoya se demanda avec peur, avait-il vraiment raté? La création d'esprit se faisait-elle sans aucune restriction? Le faucheur demanda avec un sourire pourquoi il pensait qu'il ne pouvait se déplacer qu'entre des corps fantomatiques. Il couvrit sa main de magie spirituelle et le toucha directement au cœur. Le samouraï recula et pensa avec inquiétude que la situation était mauvaise. Une fenêtre système apparut, l'informant qu'il était marqué par le sceau Hadès de l'ennemi. Il pensa qu'il avait été imprudent. Cela ne pouvait tout simplement pas être. Il pouvait donner la forme d'un esprit même à son corps, ce qui éliminait tout dommage physique. Sharia, ayant créé de nombreux esprits à nouveau, dit avec un sourire que s'il l'attrapait 4 fois, il deviendrait l'esclave de son esprit, qu'il ne s'attende pas à des faveurs de sa part.